OK, alors bonjour et bienvenue pour notre deuxième entretien, notre deuxième enseignement quelque part, hein. Donc, le premier enseignement, on avait vu, je pense que vous avez tous visionné cet enseignement-là, c'était concernant donc euh, les états de conscience, hein. On avait vu dans le premier enseignement qu'il était possible d'utiliser donc l'imaginaire comme un véhicule qui me permet de voyager en moi ou vers un partenaire, hein, parce qu'il faut bien comprendre que la méthode est la même tant sur moi-même que vers un partenaire. Des fois, ça peut surprendre, mais c'est quand même ça. C'est quand même quelque chose qui est de la même ordre. C'est-à-dire que mon imaginaire, je l'utilise pour aller dans mon corps ou aller dans mon champ. Et je peux l'utiliser également pour voyager vers un partenaire de la même façon. Et le premier décodage qu'on avait vu lors du premier entretien, c'est que on a pu constater que notre corps est composé de cellules. Ces cellules se composent d'énergie, donc ça peut nous amener vers l'aspect santé, qui est un autre volet qu'on ne touchera pas dans cette série d'enseignements-là, pour la simple raison que je proposé d'autres choses à ce sujet-là. Mais cette énergie-là est animée par de l'information. L'information, c'est donc des mémoires, quelque part, des programmations qui se sont enregistrées dans ma conscience et qui se retrouvent dans mon corps, dans cette structure énergétique-là. Et quand on se met en relation avec cette structure énergétique-là, qu'est-ce qu'on va constater? C'est qu'il y a comme ce que j'appelle moi des états de conscience, c'est-à-dire que je peux me retrouver, je peux percevoir chez un partenaire, par exemple, une personne avec qui je lis, je fais une lecture intuitive, je peux constater que cette personne-là est animée par une mémoire de son enfance, par exemple. Elle peut être animée par une expérience qu'elle a vécue qui l'a très traumatisée à 5 ans passés, par exemple, et ainsi de suite. Donc, ces états de conscience-là, finalement, ce sont des moments d'une vie qui nous ont marqués et qui sont restés figés dans notre conscience. Hein, par exemple, quand je parle de l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné, par exemple, ben, cet enfant de 5 ans, ben, moi, j'ai plus 5 ans, donc, à quelque part, cette énergie-là est restée complètement cristallisée dans ma conscience. Et cette cristallisation fait que dans mon présent, je ne suis pas en mesure de voir mon présent tel qu'il est parce que je suis coloré par l'expérience de mon passé que j'ai vécu à l'âge de 5 ans. Donc, l'idée qu'on avait vue, évidemment, c'était qu'on pouvait voyager, donc aller retourner vers le passé, donc de retrouver cette mémoire-là, de faire un travail pour la déprogrammer, la libérer. Et qu'en la libérant, bien évidemment, elle nous donnait accès au futur, c'est-à-dire à un potentiel futur qui n'était pas qui n'était pas envisageable tant et longtemps que cette mémoire-là se trouvait cristallisée. C'est-à-dire que tant et longtemps que je ne me suis pas libéré de l'abandon, ben, je ne peux pas accéder à un futur qui va être différent que celui que j'ai vécu quand j'avais 5 ans, c'est-à-dire l'abandon. Alors donc, évidemment, ce potentiel futur-là me permet d'envisager un nouveau comportement en moi que je n'avais pas vu, en fait, que je n'avais pas exploré encore. C'est un peu comme un phénomène de guérison qui en résulte et qui va m'amener ensuite à me réunifier à ce nouveau comportement-là. C'est-à-dire que ce potentiel futur, je vais le voir comme étant positif, comme une expression de moi-même, qui est une belle version de moi-même. Et je vais donc vouloir faire la paix avec elle, à me réunifier à cette énergie-là pour que je puisse l'incarner, que je puisse l'intégrer dans ma propre vie. Ah, c'est comme ça qu'on va procéder, comme ça qu'on procédait, puis c'est ça un petit peu qu'on avait exploré lors de cet événement-là. Puis évidemment, il y avait donc une expérimentation qui avait été faite. Évidemment, l'expérimentation, bien évidemment, il y a certaines personnes avec qui disaient qu'ils n'avaient pas réussi donc à percevoir beaucoup de choses dans cet exercice-là. Mais il faut comprendre hein, que l'intuition, c'est une langue. Cette langue-là, finalement, pour bien la parler, il y a deux éléments. Il y a la pratique, il faut donc pratiquer. Il faut donc apprendre à faire confiance au véhicule imaginaire puis aux perceptions qui se manifestent à nous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est de comprendre c'est quoi, de développer le langage. Donc, le langage, c'est comme ça que j'avais, moi, voulu que j'avais écrit, en fin de compte, le livre Découvrir votre spirale évolutive, parce qu'évidemment, c'est pour moi une grille de lecture. Cette grille de lecture, bien évidemment, quand on se met à la lire, ben, on comprend que l'être humain que je suis peut se manifester de diverses façons, on pourrait dire d'une façon limitée. Dans ce livre-là, bien évidemment, j'ai cherché à proposer 56 principaux états de conscience. Ça veut donc dire que il y en a bien d'autres, mais les 56 principaux états de conscience s'expliquent par le fait qu'il y a 7 chakras, 7 familles d'âmes, et il y a 8 conditions énergétiques. On n'avait pas été en détail lors du premier enseignement, parce que je ne voulais pas alourdir les choses, mais 8 conditions énergétiques, ça veut donc dire quelque part que ma façon de m'exprimer, moi en tant qu'être humain, à travers chacun de mes chakras, va se manifester de 8 façons différentes, qui de l'équilibre à l'épuisement. Alors, dans le livre, c'est ça qui est relaté. C'est ça qui pour moi, c'est ça qui nous permet de développer le langage intuitif. Puis, évidemment,
l'idée du jeu de cartes. Il y a donc un livre aussi qui va sortir en quelques temps, je n'ose pas dire peut-être dans 2 mois, peut-être quelque chose comme ça, qui lui va vous proposer justement un peu cette notion de voyage d'âme dans lequel vous allez apprendre à explorer justement le travail intuitif et tout ça. Il faut savoir qu'il y a donc une formation que je vais proposer très bientôt, que vous allez recevoir, donc après ce mail-ci, vous allez recevoir une promotion à quelque part autour de cette formation-là, qui, elle, vous donne accès justement à l'enseignement, bien sûr, mais aussi aux livres et à des formations qui vous permettent de vraiment élargir votre capacité de faire le voyage d'âme, parce que vous allez utiliser le voyage d'âme par le biais de la pleine conscience intuitive, mais aussi par le biais, vous allez développer des habiletés intuitives par le biais du jeu de cartes également à travers cette formation-là. Donc, ça va élargir votre palette de couleurs, pourrait-on dire. Donc, ça, c'était pour notre premier enseignement. Il y avait aussi, on avait parlé également d'un quiz. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé voir le quiz. Alors, le quiz ne se veut pas un quiz super élaboré. J'en avais fait un une première fois qui était justement peut-être trop élaboré. J'ai vraiment voulu simplifier cette fois-ci. Mais en même temps, l'idée de ça, vous l'avez compris, c'est d'arriver à être capable d'identifier son profil. Son profil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 7 chakras et que pour chacun des chakras, j'ai donc une certaine condition énergétique. Et c'était ça un peu le sens de ça. Et évidemment, à la fin de ça, on peut prendre le temps d'interpréter, de comprendre, ah ben tiens, j'ai mon chakra racine qui est hyperactif, mon chakra sacré qui est équilibré, mon chakra solaire qui est hyperactif, mon chakra du cœur qui est hypoactif, ainsi de suite. Donc, ça vous permet d'arriver à une compréhension. Évidemment, ça ne se veut pas scientifique, hein, c'est juste comme une façon d'appréhender notre réalité pour se questionner sur qui je suis et qu'est-ce que je veux être, justement, puis donc de chercher à collaborer sur cette volonté d'être une personne qui soit de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes. Donc, c'était un peu ça, donc l'idée du quiz. Aujourd'hui, mémoire d'autres vies et parcours de l'âme, bien évidemment, c'est un thème qui est large. Moi, je vais vous présenter ma façon de voir les choses par rapport à ça, parce que je sais que on part souvent, quand on pense à mémoire d'autres vies, on pense tout de suite à vie antérieure. Moi, quand j'ai commencé ma pratique intuitive, une des choses que je me suis promis, c'est que je n'allais pas répéter ce que les autres me disaient au nom de la vérité qu'eux me transmettaient, mais plutôt de me dire, ben moi, je vais prendre le temps d'explorer la lecture intuitive, d'explorer ce que j'observe et d'arriver donc à comparer ce qu'on me dit et ce que je perçois. Pour moi, c'était important parce que, comme j'ai déjà expliqué, pour moi, le travail intuitif, le travail intuitif peut être une forme de science pour moi. C'est une façon d'appréhender, ainsi comme j'ai déjà dit, si on prend 10 intuitifs qui regardent une même réalité, on risque d'avoir une réalité. On ne peut pas envisager que ces 10 personnes-là verraient une même réalité puis diraient 10 réalités différentes. Ce serait quelque part un non-sens. On va souvent constater que quand on prend plusieurs intuitifs qui font une lecture sur une même personne, ils vont être capables de donner de l'information qui ne vont pas être nécessairement parfaitement identiques, mais qui vont être souvent complémentaires et qui vont enrichir la situation et qui vont nous permettre de comprendre que la somme d'informations qu'on va chercher, bien évidemment, va dans la même direction. Alors, c'est logique. C'est là qu'on se rapproche de la science. C'est là qu'on peut reconnaître à quelque part que même que l'intuition a une valeur objective, pourrait-on dire. Et cette valeur objective, c'est ça qui m'a toujours intéressé, moi. Puis c'est ça qui a fait que je me suis beaucoup posé de questions sur l'intuition. Et quand j'ai commencé, une des premières choses que j'ai fait, c'est que je recevais des clients et avant que je les rencontrais, ces clients-là, systématiquement, je prenais une feuille et je dessinais les mémoires que je percevais dans leur champ énergétique. Alors, comme je les voyais d'une semaine à l'autre, ces personnes-là, je prenais le temps de faire le dessin et je prenais pas le temps de voir qu'est-ce que j'avais fait comme dessin la semaine suivante, ainsi de suite. Donc, je faisais vraiment un travail dans lequel donc j'essayais simplement de constater qu'est-ce qui était présent lorsque la personne venait me voir. Et ce que je constatais, c'est que les mémoires d'autres vies qui se retrouvaient qui se retrouvaient chez cette personne-là, il y avait toujours une résonance avec la personne, c'est-à-dire, par exemple, que si la personne a une problématique de, je sais pas moi, de culpabilité, ben, à chacun des rencontres que je faisais, je constatais qu'il y avait donc des mémoires de culpabilité qui étaient présentes, mais c'était des mémoires qui étaient diversifiées. C'est-à-dire qu'une fois, c'était le Moyen Âge, une fois, ça pouvait être dans une autre époque, et ainsi de suite. Donc, il n'y avait pas nécessairement cette idée d'une mémoire figée, une mémoire fixe. Ce que je constatais qui était figé, c'était la résonance.
la résonance entre la mémoire d'autres vies et ce que l'individu était. Et là, il y avait comme vraiment une résonance où on reconnaissait quelque part la dynamique de la personne à travers les mémoires d'autres vies qui étaient reconnues à chacune des semaines. Et c'est ça qui m'a amené à me dire finalement que moi, en tant qu'être humain, quand je suis, moi, en tant qu'être humain incarné, fait de chair et d'os, avec quoi je vais raisonner dans mon monde subtil. Alors, on sait que la première résonance que je fais, c'est avec mon histoire personnelle. Hein, mon événement à l'âge de 5 ans, je me suis senti abandonné. Ben, je vais donc raisonner régulièrement avec cette mémoire-là. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, qu'il y a une forme de résonance qui se font avec mon histoire personnelle. C'est-à-dire que je traîne avec moi des valises. Les valises, c'est mon histoire personnelle et je peux donc raisonner avec ces mémoires-là. Et c'est ça qui va entraîner des états de conscience que je vais incarner de temps en temps, de temps à autre, selon les événements de la vie, et qui vont faire que je vais m'identifier à ces états de conscience-là et m'éloigner de qui je suis véritablement. D'accord? Et l'autre élément donc important à comprendre ici, c'est que quand on parle de mémoire d'autre vie, moi, et mémoire familiale, parce que pour moi, les mémoires familiales ont un peu la même dynamique, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je vais raisonner avec des mémoires familiales. Donc, mon histoire familiale, mon histoire généalogique, je vais donc raisonner avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des mémoires émotionnelles qui ont des couleurs similaires à la mienne qui vont résonner avec moi. Pour ce qui est des mémoires d'autres vies, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que je vais raisonner avec l'histoire de l'humanité et selon ce que je vais émettre comme charge émotionnelle, des mémoires d'autres vies vont se greffer à moi. Il y a donc des phénomènes de résonance qui vont s'effectuer à ce moment-là. Et tout ça, bien évidemment, va entraîner donc une amplification de ce que je vis. C'est-à-dire que ces résonances-là se superposent à ce que je vis déjà. Par exemple, si je vis l'abandon et que je résonne avec des mémoires d'abandon de mon histoire familiale et des mémoires d'autres vies, ben, ce sentiment d'abandon-là va augmenter, va devenir de plus en plus important, je dirais. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, c'est une des raisons pourquoi, justement, on va chercher à libérer un individu de ces mémoires-là, hein, parce qu'évidemment, plus on libère l'individu de ces mémoires-là, plus on décharge, on la libère de cette charge émotionnelle-là, qui va lui permettre donc progressivement de pouvoir arriver à mieux apprivoiser justement ce qu'elle est, puis finalement être capable de retrouver son essence, de retrouver sa véritable identité, parce que tout ça, finalement, c'est comme des superpositions d'informations qui font du bruit et qui nous éloignent de notre silence intérieur. Le silence intérieur, c'est le moment où on peut vraiment ressentir qui on est dans notre essence fondamentale. Alors que finalement, tous ces bruits de fond sont des bruits qui nous empêchent de nous entendre et de nous écouter et nous empêchent effectivement de trouver à quelque part la juste expression de soi, qui est finalement cette forme de lumière pure, pourrait-on dire, qui anime notre être humain. C'est-à-dire que quand la lumière de mon champ énergétique n'est pas programmée par de l'information mémorielle qui me limite, ben, quelque part, je peux être moi-même. Mais tant et si longtemps que je suis prisonnier de ces expériences-là, mais je ne peux pas véritablement être qui je suis. Est-ce que vous me suivez par rapport à tout ça? Est-ce que j'en ai perdu? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous raconter? Donc, pour être un peu plus clair par rapport à ça, évidemment, je ne vous dirais pas que, par exemple, si on parle des mémoires d'autres vies, ça touche évidemment la notion de vie antérieure à laquelle on fait souvent référence. Et ce n'est pas un thème que je ne dis pas que j'y crois pas, hein, je dis simplement que dans l'observation intuitive, ce thème des mémoires d'autres vies est un thème à quelque part qui peut être facilement galvaudé parce que justement, nous, en tant qu'êtres humains, on a très peur de la mort. On a très envie d'envisager cette idée qu'on a déjà été quelque chose et qu'on sera quelque chose après. Hein. Donc, on veut à quelque part, d'une certaine façon, s'accrocher d'une certaine façon à cette idée-là, qui devient en quelque sorte presque une croyance. Hein. Et c'est là, évidemment, qu'on peut euh, on peut à quelque part vouloir garder cette fameuse superposition que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire le bruit de fond, c'est-à-dire que jamais je veux être finalement lumineux, jamais je veux finalement me retrouver dans une forme de liaison avec l'unité cosmique, pourrait-on dire, parce que quelque part, je veux exister. Et cette idée d'exister est propice évidemment à la construction pour moi de mémoire. C'est-à-dire que la mémoire, finalement, c'est cette volonté de perpétuer ma vie au-delà quelque part de la vie. Hein, quand on décède, par exemple, qu'est-ce qu'on devient? Hein? Les gens qui vont nous dire, ah, ben oui, mais moi, je vais parler, je sais qu'est-ce qu'on devient. On devient quelque part, il y en a qui vont nous dire ça comme ceci, ils vont nous dire, ben voilà,
Tu vis dans un monde similaire à celui-ci, puis tu regardes finalement les gens sur Terre, puis tu les applaudis, ou tu leur fais un petit pouce, ou tu te mets à pleurer pour eux, ou je ne sais quoi, là, je caricature, hein. Mais il y a certains cas, par contre, moi j'ai déjà entendu des gens qui avaient des discours un peu comme ça. Alors évidemment, on va y revenir sur les personnes décédées. Je ne vais pas me disperser trop à ce stade-ci, mais c'est un petit peu ce que j'avais déjà envie de vous dire. L'autre chose que j'avais envie d'aborder concernant cette notion de mémoire d'autre vie, c'est les cas psychiatriques. Les cas psychiatriques, c'est quelque chose d'intéressant d'aborder ça parce que les cas psychiatriques, finalement, c'est quand même des gens qui ont perdu leur équilibre psychique, qui ont perdu leur essence fondamentale, mais à un point où ils sont devenus autre chose, hein. Ils sont comme piégés à quelque part dans leur regard qu'ils ont d'eux-mêmes et de la réalité. Alors, c'est intéressant de comprendre que dans ces conditions-là, quand on regarde le champ diagnostic d'une personne qui est reconnue comme un cas psychiatrique, hein, moi, je ne dis pas que la personne est un cas psychiatrique, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient donc identifiés comme atteints d'une maladie psychiatrique et j'ai pu constater que ces gens-là avaient des dissociations importantes dans leur champ énergétique. Et ces dissociations-là, évidemment, étaient reliées à des expériences émotionnelles très fortes qu'ils avaient vécues, des traumatismes importants, et que ces traumatismes importants les avaient éloignés à quelque part de leur essence fondamentale et que les résonances d'autres vies ou même familiales qui ont pu se manifester, sont des résonances qui sont tellement fortes parce que c'est des gens qui ont des traumatismes émotionnels qui ont vécu. Et ces traumatismes-là vont donc résonner avec des mémoires d'autres vies, souvent, des mémoires d'autres vies. Ces mémoires d'autres vies-là, bien évidemment, vont amplifier cette douleur, cette souffrance-là, et vont les amener, comme ils n'ont pas la capacité de faire face à cette charge émotionnelle qui les anime, bien, ils se trouvent être envahis par les mémoires d'autres vies. Et c'est là qu'on va constater, effectivement, ce qu'on pourrait appeler le phénomène de possession, hein, le sentiment qu'on entend des voix, le sentiment qu'on entend des voix de quelqu'un qui nous veut du mal, qui contre nous, qui semble finalement être une force extérieure à nous. Mais c'est souvent associé justement au fait que notre alignement, on a perdu notre identité. C'est-à-dire que notre noyau de conscience, il a éclaté parce qu'on n'est pas parvenu à trouver l'unité. On n'est pas parvenu à recoller les morceaux de notre conscience dû à des traumatismes trop importants et que tout ça finalement a fait qu'il y a eu comme une explosion et qu'on est devenu un peu comme un puzzle qu'on n'est plus capable de remettre les pièces en une pièce, en un seul morceau. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup donc observé. Puis évidemment, la notion d'entité est intéressante aussi à aborder. Parce qu'encore là, ça nous ramène aux mémoires d'autres vies, hein. C'est-à-dire que on part de l'idée que donc des entités qui auraient la capacité de prendre possession du corps. Puis moi, j'ai été exorcisé, donc je sais un peu ce que ça veut dire. Et j'ai constaté aussi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui sont venues me voir qui avaient des phénomènes de ce type-là, de possession, de poltergeist, toutes sortes de choses comme ça. Et la question, moi j'avais très peur de ça, donc la vie m'a confronté à pouvoir travailler sur des personnes qui avaient cette problématique-là. J'ai trouvé ça intéressant. Et ça m'a amené donc à comme, pouvoir explorer donc des cas comme ça. Et puis ce que j'ai constaté, c'est que le phénomène de résonance s'appliquait parfaitement à eux. Un des cas qui m'a le plus marqué, qui a été même très marquant, c'est un enfant qui avait un phénomène de poltergeist qui avait donc faisait éclater des télévisions. Et cet enfant-là, quelque part, bon, avait donc euh, il y avait la dame qui avait cet enfant-là était voir un médium qui lui avait dit que s'il continuait comme ça, l'enfant allait tuer sa mère. C'est un peu le truc. Alors évidemment, vous comprendrez que la mère était un peu inquiète. C'était pas pour tout de suite qu'elle allait la tuer, mais c'était le médium lui conseillait évidemment de faire des soins avec lui pour que le plus rapidement possible, il puisse avoir un soin une libération qui soit faite. Mais la femme, elle était restée, malgré le fait qu'on lui a donné cette information-là, elle était restée avec un doute. Et elle m'avait téléphoné. Et comme elle était à distance, on avait donc convenu de faire un soin à distance sur l'enfant. Et quand j'ai fait le soin à distance sur l'enfant, évidemment, ce que je constatais, c'est qu'il y avait beaucoup de colère chez l'enfant. Donc ça, c'était un thème que le médium avait reconnu aussi. Puis moi, ce que j'avais constaté, c'est que il y avait donc une résonance avec une mémoire d'autre vie. Ce médium-là avait parlé d'un suicide. Et puis moi, ce que j'ai constaté, effectivement, c'est qu'il y avait une situation de cap et d'épée là, dans laquelle deux êtres humains s'étaient donc débattus pour une femme, pour l'amour d'une femme, et un des deux avait été ridiculisé par
celui qui le combattait, et devant la femme en question, donc qui a été très, très fortement humiliée, et tellement humilié qu'il s'est tué. OK? C'est un peu ça la situation. Et donc, j'ai fait un travail de libération, hein, comme on a vu dans le premier atelier, hein, dans le premier enseignement, c'est-à-dire qu'on apprend justement à libérer l'information. Comment? Ben, vous en souvenez peut-être un peu, hein. La lecture intuitive me permet de comprendre la souffrance qui est là. La déprogrammation de la mémoire cellulaire me permet de donner à la mémoire en question tout ce qui est nécessaire pour se libérer de sa programmation. Et si je la libère de sa programmation, ben, elle me donne l'opportunité d'envisager, de la voir s'exprimer autrement. Ainsi de suite un peu. Alors, dans ce cas-ci, comme il s'agissait d'une mémoire d'autre vie, quand on a pu la libérer, c'est un peu comme le travail d'un passeur d'âme, c'est-à-dire qu'on a pu permettre à la mémoire en question de se dégager, de se libérer et de se fondre dans l'univers. OK? On pourrait voir ça comme ça. Et quand il y a eu ce phénomène où l'énergie elle s'est fondre dans l'univers, il y a eu comme un retour d'énergie. Un peu comme si, à quelque part, le fait qu'on libère cette mémoire d'autre vie-là, ça amenait un retour d'énergie vers l'enfant. Et là, j'ai constaté une transformation de la scène que je percevais. Au début, je le percevais en colère. Et là, je le percevais dans une scène où il y avait sa mère, il y avait un homme et il y avait lui. Et l'homme manifestait de l'autorité envers lui en se battant avec l'enfant, mais en voulant lui montrer qu'il était plus fort que lui. Et là, l'enfant, lui, se trouvait dans une position de soumission, c'est un enfant, et cette soumission-là, quelque part, ben, l'enfant était en très grande colère parce qu'il se sentait humilié devant sa mère. Et sa mère ne réagissait pas dans la scène quelque part, tu vois, c'était pas, il n'y avait pas de protection de la mère concernant ça, donc il y avait quelque chose de très violent pour l'enfant qui se manifestait. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire avec le phénomène de poltergeist? Il est reconnu. Hein, ça, c'est beaucoup en parapsychologie ou même dans les sciences, les neurosciences, on va les appeler comme ça. Hein. On a constaté que les phénomènes de ce type-là, poltergeist, phénomènes paranormaux où il y a des objets on semble avoir des gens qui ont des interactions avec des objets, ils influencent les objets. Par exemple, ils font éclater des lampes, des ampoules, choses comme ça. Et on a observé que souvent, c'est associé à des gens qui ont des traumatismes émotionnels, c'est-à-dire des blocages émotionnels qui gardent en fond d'eux. Et on peut penser que cette émotion est tellement forte en eux que ça générerait de l'énergie qui aurait la capacité donc d'avoir une interaction avec les télévisions, avec les ampoules, avec l'électricité finalement. Et ça générerait des phénomènes comme ceux-là. Alors, tout ça pour vous dire finalement que ce que je voulais faire comprendre là-dedans, c'est que quand on commence à aborder les phénomènes d'entité, tout ça, et les mémoires d'autre vie, bien évidemment, ça repose un peu sur le même phénomène, c'est-à-dire cette fameuse notion de résonance. Les résonances, à quelque part, qui font que moi, en tant qu'être humain, je vis un traumatisme émotionnel, comme cet enfant-là avait vécu un traumatisme émotionnel d'humiliation, et il s'était mis en résonance avec une mémoire d'autre vie. Et souvent, les médiums, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont dire, ah, c'est l'entité le problème. Alors que finalement, on doit comprendre que si l'entité est là, c'est parce que l'enfant, dans ce cas-ci, avait une résonance émotionnelle de souffrance qui a fait qu'il a attiré vers lui cette énergie-là. Donc, vous comprenez que c'est intéressant de comprendre ça comme ça parce que ça nous ramène à des solutions. Quand on comprend quelque part que l'être humain incarné sur Terre a un certain travail à faire sur lui pour pouvoir justement se dégager de phénomènes de ce type-là, ben, ça nous donne l'opportunité donc de focuser cette personne-là et de lui donner du pouvoir. Alors que quand on dit que c'est l'entité qui est le problème, on ne donne pas du pouvoir à l'individu, on donne du pouvoir à l'entité en question et c'est beaucoup plus dangereux puisque la seule personne qui peut intervenir sur l'entité en question, c'est le médium. Donc, le médium peut se prévaloir d'une autorité qui est très, très importante et peut-être trop importante par rapport à cette situation-là. Et c'est ça un petit peu que je voulais vous exprimer à ce sujet-là. Il y a une question qui m'est posée ici. Les vies antérieures ne sont pas les mêmes choses que les mémoires d'autres vies pour toi. Non, parce qu'en fin de compte, l'idée des vies antérieures, c'est, je dis pas, comme je disais tantôt, je ne dis pas que les vies antérieures, je suis pas fermé à cette idée-là. C'est juste que dans ma pratique intuitive, je ne peux pas, en tant que, entre guillemets, j'allais dire en tant que scientifique, juste pour vous montrer quelque part comment, pour moi, la démarche intuitive peut avoir une consonance concrète et tangible et observable et répétitive. Et moi, ça fait quand même plus de 35 ans que je fais ça, puis j'ai pu quand même constater qu'à travers la démarche intuitive, la notion de résonance s'applique à tous les coups. J'ai aucun problème avec cette idée qu'en tant qu'être humain, je résonne avec l'histoire de l'humanité.
Ça veut donc dire que je résonne avec diverses qualités émotionnelles de diverses époques, etc. J'ai aucune difficulté à le concevoir puisque c'est une évidence qu'on fait un travail intuitif, on observe ce phénomène-là. Quand on ramène ça aux mémoires d'autres vies qui sont les vies antérieures, ça nous ramène, comme je disais tout à l'heure, à une forme de croyance, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un processus intuitif, on est dans un processus à quelque part dans lequel on englobe quelque chose par rapport à ce qu'on peut envisager comme étant presque une croyance, OK? Et dans ce sens-là, quand on regarde la physique quantique maintenant, la physique quantique, elle nous amène elle a beaucoup d'intérêt à la physique quantique parce qu'elle nous amène des questionnements sur justement cette notion de vie antérieure. On comprend, par exemple, l'épigénétique nous a fait comprendre qu'on a longtemps cru que les gènes programmait quelque part l'être humain. C'est-à-dire qu'on était prêt avec des gènes qu'on essaie et on était pris avec jusqu'à la fin de nos jours. Aujourd'hui, on se rend compte que l'épigénétique nous amène à comprendre que les gènes peuvent bouger. Donc, ça me fait penser mon karma. Hein, le karma, pendant longtemps, on a dit, ben, le karma, c'est on a des mémoires d'autres vies, et ces mémoires d'autres vies, là, ben, on est pris avec. Moi, ce que je crois, c'est on a un bagage, bien sûr, mémoriel qui est en soi, à lequel on a eu des résonances, justement. Et ce bagage mémoriel-là, plus on croit qu'il est figé, plus on est prisonnier d'un karma. Moins on croit qu'il est figé, plus on se libère de celui-ci, c'est-à-dire qu'on est capable d'envisager qu'il est possible, donc, de concevoir notre vie autrement que cette fameuse notion de karma. Et je pense que c'est intéressant, donc, de faire ce parallèle-là, parce que moi, je crois fondamentalement qu'on a figé beaucoup l'énergétique, on a beaucoup cru que l'énergétique, c'est quelque chose qui était assez figé, et la physique quantique nous amène vraiment à comprendre que l'énergétique, c'est du mouvement. Donc, si c'est du mouvement, ben, quelque part, tout ce qu'on pense qui est relié à une forme d'éléments figés, comme les vies antérieures, par exemple, nos vies antérieures, sont quelque chose qui est figé par rapport à cette notion de création qui est reliée davantage à cette notion que je suis une antenne et que cette antenne, elle vibre avec ce avec la quoi elle est en résonance. Et ça voudrait dire quelque part que notre relation avec le passé, avec nos vies antérieures, ce serait un passé qui serait en mutation, en transformation, selon mes transformations que moi je fais en tant qu'être humain. Et que ça voudrait dire quelque part que je serais constamment en interaction avec l'histoire de l'humanité et que mon processus évolutif m'amènerait à me dégager et à me libérer de certains types de mémoires d'autres vies pour accéder à d'autres types de résonances de mémoires d'autres vies. Alors, c'est un peu comme ça que j'expliquerais tout ça. Mais comme je dis, je ne suis pas là pour... moi, je vous fais part de mon expérience. Comme je dis, je ne dis pas que les mémoires d'autres vies ne sont pas une réalité. Ce que tu as décrit est l'objet du travail d'Emmanuel Ferrand, qui propose diverses formes de nettoyage karmique. C'est aussi l'intention de la pratique de l'Ho'oponopono qui décrotte les croyances lointaines. Bravo, Sylvain, ton travail rejoint ce qui se fait globalement en matière du travail de l'âme. Mais tant mieux, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dire la même chose, hein, qui vont plutôt même être assez gênés par ce que je vais dire. J'espère d'ailleurs que ce n'est pas votre cas, je ne crois pas. Les vies antérieures qui nous bloquent peuvent être libérées, donc libère les mémoires. Ben, c'est ça, c'est que l'idée, encore une fois, de la notion de libération des mémoires, c'est que pour libérer une mémoire, il faut que l'individu soit prêt. OK? Alors, ça peut être curieux de dire ça, hein, parce qu'encore là, ça nous ramène à ce qu'on pourrait dire les guérisseurs. Les guérisseurs, moi, quand j'avais ma formation avec un guérisseur, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il enlevait les entités. Alors, c'était ça qu'il nous disait de faire. Donc, il nous disait de comment faire pour enlever les entités, puis on les enlevait du corps. Alors, enlever les entités, c'était quelque part s'approprier un certain pouvoir de libération. Et moi, j'avais rencontré beaucoup de gens qui avaient vécu ce phénomène-là de libération d'entités et qui me disaient, oui, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est fait, une transformation, mais je n'ai pas été capable, moi, de réorganiser ma psyché pour envisager ma vie autrement. J'étais comme confronté à un vide, mais je n'arrivais pas à trouver une nouvelle organisation psychique dans ma conscience. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand on parle d'énergie et que j'enlève quelque chose, ben, si j'enlève quelque chose, mais que ma conscience elle n'est pas en mesure de réorganiser ma structure psychique en tenant compte de ce vide-là, que ce changement-là que j'ai fait, ben, quelque part, je ne vais pas être en mesure d'amener la transformation. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que la notion d'intégrer la transformation, le changement chez un être humain, ça demande quelquefois du temps, ça demande la préparation même, et ça demande aussi de la connaissance. C'est pour ça que dans la pleine conscience intuitive, quand je vous dis lecture intuitive, qui est la première étape,
c'est être capable de décoder l'information, être capable de comprendre qu'il y a donc une information avec laquelle je suis en contact et que je sois capable de discuter avec cette information-là pour être en mesure d'en arriver à en avoir la connaissance, la compréhension de sa raison d'être. Donc, toute forme de mémoire d'autre vie avec lesquels je suis en contact, ben, l'objectif premier, c'est d'arriver à la lecture intuitive pour en comprendre sa raison d'être. Et quand je comprends sa raison d'être, c'est là que je peux ensuite aborder la notion de déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va nous consister à libérer la mémoire de sa programmation, de sa conscience limitée, en fait. Parce qu'il faut savoir que les mémoires qui animent notre structure énergétique, les mémoires d'autres vies, l'histoire qu'on retrouve dans l'histoire de l'humanité, il y a deux types de mémoire. Celle qui est limitative, qui va toujours avoir tendance à répéter la même expérience, qui va toujours avoir tendance à reproduire les mêmes histoires. Hein, par exemple, l'individu, la mémoire qui est en colère, ben, cette mémoire-là en colère, elle existe pourquoi? Elle existe parce que la colère l'anime. Si un jour elle n'a plus de colère, ben, elle va mourir. Donc, vous comprenez ici que c'est important de comprendre ça parce que quand on parle donc d'autres vies, de vie antérieure et tout ça, ben, on comprend ici que si je cultive l'idée que j'ai été quelque chose dans une autre vie et que quelque part, parce que j'étais ça, ben, je suis ça aujourd'hui, ben, je suis en train de raffirmer dans ma conscience une identification à quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement qui je suis réellement, mais simplement une expression d'une forme de bruit dont je parlais tantôt, et cette notion de fausseté en quelque part de mon comportement, de mon identité qui vont se manifester. Et c'est pour ça que l'idée, donc, lecture intuitive des programmations et soins, contribue justement à permettre à amener à quelque part de mon cerveau un autre regard sur ma conscience, un autre regard sur qui je suis, et c'est là que cette libération va se faire. C'est une libération qui se fait pas parce que j'ai décidé de le faire, mais parce que je suis prêt à le faire. Vous voyez la nuance? Inconsciemment, je peux dire je veux changer, mais si ma conscience n'est pas prête à changer, il y a de fortes chances que je ne change pas. OK? Donc, ça veut donc dire que la démarche intuitive qui est proposé dans la pleine conscience intuitive consiste justement à tendre la main à quelqu'un et de l'accompagner dans une démarche de guérison. Et c'est à travers cette démarche de guérison-là qu'elle va pouvoir favoriser donc la transformation et la libération telle qui est proposée ici. Euh, donc, l'autre chose que j'avais envie, je vais revenir sur quelqu'un qui m'a fait un commentaire, puis je vais peut-être y revenir pour éviter de l'oublier. Donc, OK, c'est Louise qui me parle du quiz. Elle me dit qu'il n'y a aucun chakra super dominant, les 4 premiers scores à 9, les 3 suivants à 10, 11. Est-ce que je me projette trop vers le haut? Alors, bien sûr, la maturité apporte plus d'équilibre dans une vie. Par contre, selon d'autres tests et lectures, j'ai définitivement un archétype de spirituel mystique, selon Caroline Miss, et de passeur, ce qui correspond définitivement à mon X sur le plan professionnel. J'ai besoin de ton avis, peut-être bien une lecture de ta part. Bien, Louis, ça me fera plaisir. Ce que je dirais par rapport à ce commentaire-là, évidemment, dans le quiz, OK, comme je dis, j'ai voulu un quiz qui était simple, donc on ne va pas aborder en profondeur les choses. Dans le livre La spirale évolutive, je vais vous expliquer pourquoi je reviens sur lui. On trouve donc les 56 états de conscience. On trouve également donc 56 états de conscience, mais on retrouve également des domaines de vie. Les domaines de vie, ça touche donc, les 56 états de conscience se manifestent donc comme des états de conscience, mais également à travers l'enfance, de quelle façon que chacun d'eux se manifeste, de quelle façon que chacun d'eux se manifeste dans les relations amoureuses, les relations professionnelles, la santé, la spiritualité et le domaine financier. Donc, vous voyez, déjà, on est dans une expression encore plus complète. En plus, on parle des archétypes, mémoire d'autres vies. Et dans le livre, il est question de cette relation des archétypes dont tu parles. À travers justement chacun des 56 états de conscience, vous avez un à plusieurs archétypes qui sont associés à chacun d'eux. Donc, puis il y a des conseils de vie qui sont proposés à la toute fin. Je dis ça pour faire comprendre justement que si je parle des mémoires d'autres vies aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est pas étranger à la spirale évolutive dont on avait parlé un petit peu quand même dans le premier enseignement, c'est qu'on le retrouve également dans ce livre-là, quelque part, cette notion des archétypes. Alors évidemment, le petit quiz que je vous ai proposé de faire, bien évidemment, c'est un quiz qui ne se veut pas scientifique, comme je disais tantôt, qui ne se veut peut-être pas nécessairement complet, mais qui est un peu comme une façon de nous amener à réfléchir, tout simplement, sur notre histoire de vie. Et si, Louise, tu le souhaites, bien évidemment, ça me fera plaisir de t'accompagner donc à ce niveau-là. Donc, c'était un peu
l'idée de base que j'avais envie de vous transmettre concernant donc les mémoires d'autres vies. Et puis, l'autre thème que j'avais envie donc d'apporter avec vous, c'est donc le petit livre que vous allez recevoir en bonus cette fois-ci. Alors, je sais pas, je pense que vous avez peut-être vu le email, le email que je vais envoyer comme dans le newsletter, dans lequel je vous parlais que j'avais le désir cette année de faire promouvoir davantage la pratique de la pleine conscience intuitive. Pour quelle raison? Mais parce que je considère qu'il est temps peut-être justement de le divulguer d'une façon plus importante. Et c'est pourquoi que je vous faisais ce cadeau-là du messager après cet enseignement-là. Donc, vous allez avoir ce livre-là en version PDF. Et le messager, c'est un petit livre, hein, c'est contrairement à la spirale évolutive, c'est pas mal plus léger, mais c'est un livre qui a eu quand il est sorti, je crois, en 2008, vous voyez, donc il était réédité en 2024 parce que je l'ai un petit peu corrigé et j'ai un petit peu augmenté pour parler un peu de la spirale évolutive, la relation entre le messager et la spirale évolutive. Et ce livre-là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte finalement, il nous parle de la mémoire d'autres vies. Et il nous parle c'est un individu qui est moi, hein, qui se réveille la nuit, qui reçoit des messages. Alors évidemment, le message est vrai, sauf que le cadre n'est pas vrai. C'est un peu comme, dans ce sens-là, je l'ai présenté dans un contexte plus, pour que ce soit comme une histoire racontée plus facile. Et ce qui est raconté, c'est qu'il y a une forme d'intelligence qui communique avec moi et qui dit justement que la conscience humaine est dans un ère de transformation parce que justement, elle est tellement polluée par l'histoire, la mémoire humaine, par l'histoire de l'humanité, qu'on est devenu quelque part prisonnier d'elle. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je nais sur Terre, je résonne avec l'histoire de l'humanité qui existe depuis le début des temps, et parce que je communique avec elle, je résonne avec elle, ben, je répète les mêmes expériences qui ont été vécues dans le passé. Et ainsi de suite. Donc, tous les êtres humains, finalement, ne font que reproduire des anciens comportements qui nous gardent dans une limitation, qui nous gardent dans la privation de notre pouvoir. Et que plus on apprend justement à retrouver notre pouvoir, mais plus on apprend justement à pouvoir expérimenter une certaine forme de liberté. Alors le livre, finalement, c'est un petit peu ça le sens de ce livre-là, pourquoi je l'intégrais dans cet enseignement-ci, c'est que c'est un livre qui va vous donner l'opportunité de mieux comprendre justement de quelle façon que cette mémoire collective-là hein, que l'humanité a construite, mais il faut la voir comme quoi, il faut la voir comme dans un espace subtil, la voir comme étant un ensemble d'informations qui sont reliées à des souffrances et des belles choses, hein, mais en termes de hiérarchie, il y a les souffrances et les belles choses. Et les souffrances, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on aurait tendance à appeler ce qu'on appelle le bas astral. Je pense que c'est un terme que vous êtes familier. Le bas astral, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement des énergies mémorielles de basse fréquence parce qu'elles sont animées par de la souffrance. Alors, est-ce que c'est bien d'être animé par de la souffrance? Non. Mais est-ce que c'est bien de juger quelqu'un qui souffre? Non plus. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que dans le bas astral, il y a un ensemble d'informations mémorielles qui est de basse fréquence, qui peut être dérangeant, mais avec lequel nous, on peut raisonner très facilement. Et plus on apprend justement à se retrouver dans une position de témoin, hein, parce que dans la démarche de la pleine conscience intuitive, c'est ce que je vous propose. Être dans une position de témoin, c'est d'apprendre à ne pas juger les mémoires qui souffrent, mais de prendre le temps de les écouter, de leur dire quelque part, de leur demander quelque part quel est leur message. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui m'avait marqué aussi dans mon aventure. C'est une femme qui avait des gros problèmes avec les hommes. Et elle avait tellement de problèmes avec les hommes qu'à mon nez, elle avait le sentiment que les hommes, lorsqu'elle sortait dans la rue, la déshabillaient. Évidemment, ils ne la déshabillaient pas, mais le simple regard d'un homme lui donnait l'impression qu'elle était transpercée. Alors, quand elle est venue me voir, la première chose que j'ai captée de cette personne-là, c'est une mémoire d'autre vie, une Amérindienne qui avait été violée par des gens très proches d'elle et elle était évidemment en colère. Puis la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, je veux tuer tous les hommes. Alors évidemment, moi je suis un homme, donc vous avez compris quelque part que je me suis senti légèrement concerné par son affirmation. Elle n'avait pas l'air très contente non plus. Mais évidemment, l'idée de la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est pas de réagir à quelque chose. C'est de prendre le temps de rester dans une position de témoin et de m'adresser à l'information pour lui demander, mais pourquoi tu veux tuer tous les hommes? Vous voyez, c'est une question simple, mais c'est une question quelque part que si moi je suis convaincu que c'est une entité négative, que c'est une énergie mauvaise, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais commencer à manifester une certaine forme de violence envers l'énergie en question. Et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais nourrir cette souffrance qu'elle a et je vais l'amplifier.
Si je reste dans une position de témoin et que je lui demande pourquoi, elle m'explique les choses. Et finalement, à travers le processus, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que cette mémoire-là d'autre vie, pourquoi elle était là? Elle était là pour enseigner à ma cliente à se réapproprier une colère qu'elle avait apprise à se dissocier complètement. Cette femme-là avait donc, ma cliente, elle avait vécu énormément d'expériences difficiles avec les hommes depuis qu'elle était jeune fille et elle avait donc reconnu en elle une grande colère, mais cette colère-là, elle ne l'avait jamais assumée. Donc, elle avait une souffrance due au fait qu'elle vivait de la colère, mais qu'elle n'était pas en mesure de l'assumer, justement. Elle l'avait jamais assumé en fin de compte. Et le fait qu'elle était plus capable de sortir même dans la rue parce qu'elle avait l'impression que les hommes transperçaient son être, c'est parce que ça voulait bien dire que son corps était en transformation, puis il était en train de lui dire, ben moi, je n'accepte plus comment tu fonctionnes. Je n'accepte plus à quelque part que tu te comportes comme une mauviette, que tu acceptes, que tu tolères, que tu es humilié par ces hommes-là. Je ne veux plus ça. Donc, vous voyez, il y a une transmutation là. Cette femme-là était là pour lui transmettre donc la colère et tout le travail a été fait justement pour qu'elle l'intègre, qu'elle se réunifie justement avec cette colère-là qui est en elle, finalement, et que cette femme-là, cette Amérindienne-là, était là pour personnifier ça. Donc, vous voyez encore une fois que cette mémoire d'autre vie-là, hein, on pourrait voir ça comme ça, ben, elle avait quelque chose de dynamique, de positif à apporter à cette femme-là, même si au début, elle semblait avoir un message qu'on aurait pu dire presque diabolique, hein, quand on entend vouloir tuer tous les hommes. C'est quelque chose d'assez dramatique comme situation. Et ça a permis donc de faire un travail de libération pour cette femme-là. Et ça a été très bénéfique par la suite, puisqu'elle a pu vraiment, ça a été un détonateur réellement pour qu'elle se remette en alignement avec elle-même et qu'elle retrouve justement qui elle était et ce droit qu'elle avait aussi de prendre position d'une façon plus importante dans sa vie. Donc ça, c'était un élément que j'avais envie de vous partager concernant donc le petit messager que vous allez recevoir donc après la conférence avec le replay pour cela. L'autre thème que j'avais envie d'aborder aussi concernant les mémoires d'autres vies, euh, je sais pas comment tu en parles, la reconnaissance de vie. OK, d'accord, merci. Merci Louise. Alors donc, les personnes décédées. J'avais envie de vous parler de personnes décédées parce que c'est un grand thème pour moi. Euh, Moi, quand ma mère est décédée, j'étais en voyage et je ne pouvais pas retourner au Québec rapidement parce que la compagnie avec laquelle j'avais acheté le billet était en faillite. Et il a fallu donc que j'ai un certain délai de temps. Ça m'a coûté une semaine, je pense, pour pouvoir quitter l'endroit où j'étais. Donc, comme les décisions avaient été prises pour que justement, en pensant que j'allais revenir plus tôt, ben, on allait donc toute la cérémonie pour ma mère, bon, se retrouvait dans une situation où moi, je ne pourrais pas être là. Alors, qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire? C'est que j'ai décidé de faire un travail sur ma mère pour justement chercher à travailler sur la situation pour lui dire au revoir et tout ça. Et ce que j'ai observé, évidemment, ce qui m'a fasciné cette fois-là, c'est que j'ai constaté que ma mère avait plusieurs niveaux de conscience et que ces niveaux de conscience-là, c'est un peu comme si ma mère était en plusieurs morceaux. C'est-à-dire, j'avais une mère qui était à un certain niveau, une autre ma mère qui était ma même mère, mais à un autre niveau, ainsi de suite. Et dans chacun des niveaux, elle avait une conscience émotionnelle différente. Elle était, par exemple, elle était morte de la maladie d'Alzheimer, donc les niveaux les plus denses, elle était encore perdue, elle était encore, elle ne savait plus où elle était pas en mesure de vraiment être en relation, en communication avec moi. Puis à d'autres niveaux, ben là, on voyait quelque part comme un travail qui est en train de se faire c'était des mémoires un peu comme des programmations limitatives qui l'animaient et qui se retrouvait dans une situation où elle avait comme un travail de libération qu'elle est en train de faire pour se dégager de ces programmations-là. Je vous parle de ça parce que c'est quand même intéressant, parce que ça amène une réflexion sur la médiumnité, enfin, évidemment, mais sur la capacité que l'on a de communiquer avec les personnes décédées. La première question qu'on peut se poser, c'est avec qui on communique? Hein, parce qu'on peut dire, ah oui, mais j'ai communiqué avec la personne décédée, etc. Et je dis pas qu'on ne communique pas avec la personne décédée, mais je dis bien quelque part qu'il est possible de communiquer, selon mon niveau de conscience, je vais communiquer avec une facette de la personne décédée et un autre médium pourrait communiquer avec une autre facette de la personne décédée et ainsi de suite. Ça veut donc dire finalement qu'on a que lorsqu'une personne décède, elle se retrouve fragmentée en quelque sorte à travers plusieurs états de conscience distincts qui vont finalement faire un travail de libération pour permettre justement à la conscience de cette personne-là de se fondre dans l'univers. On pourrait le voir comme ça. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous parler
concernant donc les personnes décédées. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires, des réactions par rapport à ça, mais ça nous rejoint encore une fois avec cette notion de mémoire, hein, c'est-à-dire que la mémoire, quelque part, ben, finalement, elle est animée par une conscience. Et cette conscience-là, elle est limitative tant et longtemps quelque part qu'elle est figée, elle s'identifie à elle-même et le travail consiste à la libérer. C'est là que la déprogramation et les soins deviennent importants pour permettre justement à l'énergie de se libérer, de s'expansionner pour renouer contact avec ce qu'on appelle l'expansion. L'expansion, c'est ma capacité à ne plus être limité et être capable de me renouer contact avec l'univers et avec l'immensité et à me perdre dans celui-ci. Et c'est là que quelque part qu'on comprend que peut-être que chacun d'entre nous, nous avons un peu ce même voyage à faire, un voyage où un jour ou l'autre, mais notre objectif finalement, c'est de se fondre dans quelque chose de plus grand que soi et que se fondre, c'est retrouver la lumière dans sa pureté. Et qu'on est tous, quand on dit on est tous unis, on peut peut-être penser que cette idée qu'on est tous unis, on est tous unis par cette lumière. Et cette lumière-là, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en mesure de s'y fondre actuellement? C'est que notre conscience mémorielle nous empêche de nous y fondre parce qu'on on garde une certaine identité pour s'y empêcher. Et c'est là, quelque part, que tout le concept du messager, le message qu'il donne, mais c'est un peu comme se dire, ben oui, la mémoire collective, ben, elle doit maintenant apprendre à se fondre. Alors, quand moi, je fais un travail sur une mémoire d'autre vie, une mémoire familiale, et que je la libère, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nettoyer l'histoire de l'humanité. Je suis en train de la déprogrammer. Par contre, si tous les êtres humains sur Terre continuent, par exemple, à vivre de la colère, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ben, ils vont générer donc des résonances avec des mémoires d'autres vies de colère. Et ça va donc finalement cultiver un phénomène de nourriture, pourrait-on dire, de vitalité, où on va nourrir la colère dans ce champ subtil-là. Et donc, le phénomène de résonance qui va s'effectuer entre moi et ce monde de colère-là. Et je vais donc finalement cultiver cette colère-là. Et donc, de cette façon-là, bien évidemment, la mémoire collective devient de plus en plus vitalisée et de plus en plus éternelle, pourrait-on dire, tant et si longtemps que l'être humain ne soit pas en mesure de se dégager de ça. Donc, j'ai un commentaire ici. Faire la récupération de fragments d'âme. Oui, ça peut s'apparenter effectivement à la récupération de l'âme. Moi, je trouve que souvent, c'est une pratique chamanique quand on parle de la récupération, c'est la perte de l'âme, hein. Les chamans ont, certaines cultures chamaniques, plutôt, je devrais dire, ont une vision de la perte de l'âme, c'est-à-dire qu'il y a des fragments d'âme sont perdus, en quelque sorte. Alors, évidemment, dans une pratique intuitive comme celle que je propose, ce qu'on pourrait dire, c'est que toute forme d'énergie dissociée, c'est un fragment d'âme. Donc, à dire que quand on regarde le champ énergétique d'une personne et qu'on voit dans son champ énergétique des mémoires qui animent son champ énergétique, qui ne sont pas en harmonie avec l'individu, on peut dire que c'est un fragment d'âme. Donc, c'est ça un peu que je vous dirais par rapport à cet aspect-là. Ah, bien, c'est sûr, la récupération des fragments d'âme peut aussi se faire en étant vivant. Bien sûr, c'est en fin de compte la pratique chamanique, quand on parle de fragments d'âme, se fait qui est vivant. Bien sûr que ça pourrait. En fin de compte, l'idée de ça, c'est un peu comme le concept de l'énergie dissociée, c'est-à-dire que quand j'ai une énergie à quelque part qui n'est pas en harmonie avec moi, qui n'est pas intégrée à mon champ subtil, mais c'est un peu ça le fragment d'âme. Donc, tout le travail consiste à se réunifier, puisque l'équilibre ultime d'un être humain, c'est qu'il soit réunifié à qui il est véritablement, et c'est là qu'on pourrait dire qu'il est dans sa dimension, dans son essence finalement. C'est là qu'on pourrait l'exprimer ainsi à ce moment-là. OK, donc, l'autre élément que j'avais envie de parler, c'est le voyage de l'âme, dont j'aimerais peut-être vous parler, parce que le voyage de l'âme, évidemment, dans le premier enseignement, le voyage de l'âme était un voyage qui ne nécessitait pas qu'on fasse des grands voyages dans le subtil, puisqu'on parlait de notre propre histoire. Et notre propre histoire, bien évidemment, on pourrait se dire, ben, elle est dans mon corps, elle est dans mon champ subtil. C'était pas un voyage qui nécessitait de grandes planifications, pourrait-on dire. Mais évidemment que les voyages des mémoires d'autres vies, il y a donc le fameux physicien français qui s'appelle Régis Dutheil et que j'avais bien aimé, son livre qui s'appelle L'univers superlumineux, qui présentait justement les caractéristiques un peu de comment l'univers fonctionne. Il avait donc reconnu que cet univers superlumineux était d'abord et avant tout animé par de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'organisation. C'est-à-dire que quand on commence à explorer
l'univers superlumineux. Qu'est-ce que c'est que l'univers superlumineux? C'est l'univers ou dans lequel, on pourrait dire ça comme ceci, toutes les particules qui vont en dessous de la vitesse de la lumière, on peut donc nous les observer avec nos yeux. Donc c'est le monde terrestre. Tout l'univers qui va au-dessus de la vitesse de la lumière est un univers qui n'est pas perceptible par nos yeux. Et cet univers superlumineux, donc qu'il appelait comme ça, ben, selon lui, est animé par une conscience intelligente. Et cette conscience intelligente, ben, elle était pas éprise d'espace-temps. C'est-à-dire que le passé, présent, futur étaient dans le même moment. Quand on regarde le champ énergétique d'une personne, qu'est-ce qu'on voit dans ce champ énergétique-là? On voit le passé de l'individu, c'est-à-dire les mémoires qui ne sont pas en paix avec elle, donc qui sont des énergies quelque part qui ne sont pas intégrées en elle, c'est son passé. On peut voir donc évidemment son présent, puisqu'elle est là, puis on peut donc envisager, on peut voir son présent, et on peut voir également son potentiel futur. Alors, dans une même empreinte d'un individu, on peut voir son passé, son présent et son futur. Et dans ce sens-là, c'est là que je trouve que c'est intéressant, cette idée-là. L'autre chose que Dutheil avait dit, c'est que cet univers-là n'est pas, il n'y a pas donc de distance. C'est-à-dire que moi, je peux travailler avec quelqu'un qui est en Chine dans cet instant présent. Ce voyage d'âme n'implique pas que je prenne l'avion pour me rendre en Chine pour faire le soin de cette personne-là. Je peux très bien le faire de chez moi, comme si ma conscience peut se déplacer à une vitesse hyper rapide pour accéder à cette conscience-là, même si la personne est en Chine. Donc, vous voyez quelque part que c'est intéressant, cette notion de voyage d'âme me permet de comprendre que l'imaginaire devient un véhicule et que ce véhicule-là me permet donc de voyager là où je dois aller. Une des choses aussi que je voulais peut-être dire un mot par rapport à ça, c'est cette notion des annales akashiques. Parce que souvent, quand on parle des annales akashiques, le voyage d'âme nous permet d'accéder à un univers superlumineux. Et cet univers superlumineux est une somme d'informations qui se retrouve là. Alors, quand on dit les annales akashiques, on a tendance à croire que c'est un espace. Tu t'en vas à gauche, tu te fais 3 pas devant à gauche, 3 pas à droite, 3 pas en arrière, 3 pas en avant, puis tu vas retrouver les annales akashiques. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les annales akashiques, c'est un lieu vibratoire. C'est un lieu vibratoire qu'on pourrait qualifier d'univers superlumineux. C'est-à-dire c'est un état de conscience. Et moi, quelque part, je ne suis pas capable de m'élever à ce niveau de conscience-là. Je ne vais pas être capable de communiquer avec les annales akashiques. Je peux avoir un accès à une partie des annales akashiques, ainsi de suite. On est tous donc limités. C'est important de se rappeler ça, parce que contrairement avec les personnes décédées, on est limité sur notre capacité à communiquer avec les personnes décédées. Quand on parle des mémoires d'autres vies, on est limité à pouvoir communiquer avec un certain nombre d'informations des mémoires d'autres vies, ainsi de suite. On est tous limités en tant qu'être humain, moi inclus. On n'est pas le bon Dieu. Donc, et par l'entraînement, on peut arriver à être capable de déployer notre habileté d'une façon très sérieuse. Mais ça demande évidemment un entraînement. Hein, c'est là quelque part qu'on n'en ressort pas, c'est que ça demande un entraînement pour être capable de faire ces voyages d'âme-là d'une façon qui soit solide et qu'on soit capable donc de pouvoir bien maîtriser le sujet. Louise qui me dit « Je me demande si certains états psychotiques sont la résultante de la fragmentation de l'âme. Une fois que notre ménage de mémoire handicapante est fait, je me retrouve dans les temps présents, ici maintenant, mais aussi à l'opposé, dans la projection vers les futurs possibles. » C'est sûr, c'est certain que quand tantôt je parlais des personnes qui ont des problèmes psychiatriques et que je disais qu'ils sont dissociés, dissociés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont dans leur champ énergétique, souvent, par exemple, les gens qui sont possédés, qui ont des phénomènes de possession, c'est souvent des gens qui ont pris de la drogue, qui ont pris beaucoup d'alcool. Moi, j'ai observé ça, puis c'est pas moi qui le dis, hein, il y a bien des livres qui vont parler des phénomènes d'entité et qui vont souvent dire que les gens qui ont des phénomènes d'entité sont des gens, quelque part, qui ont des problèmes psychiatriques, des problèmes de drogue, des problèmes d'alcoolisme. Souvent, des dépendances sont associées à ça. Et ça touche évidemment la notion d'identité. Moi, j'ai un corps physique. Et si je maltraite mon corps physique, ou si je vis des traumatismes émotionnels très puissants, que j'ai vécu des traumatismes importants, c'est évident que mon identité n'est pas solide. Et si mon identité n'est pas solide, quelque part dans mon champ énergétique, si je risque d'avoir une incapacité de ramasser les émotions que j'ai vécues dans ma vie, parce que je ne suis pas capable de retrouver mon unité, parce qu'il y a trop de douleur et trop de souffrance.
C'est ce qui va expliquer justement ce phénomène-là. Et dans ce sens-là, évidemment, cette notion de fragmentation de l'âme, c'est ces énergies dissociées avec lesquelles on n'est pas capable de recoller les morceaux. Et quand on n'est pas capable, c'est parce que justement l'individu est dans une position de souffrance trop importante pour être capable de le faire. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, en général? Eh bien, il va pointer du doigt quelque chose, soit à l'extérieur, en disant c'est la faute de l'extérieur si je suis comme ça, ou soit les entités. Hein, il va pointer quelque chose à l'extérieur. Tu vois? Et ça, c'est typiquement humain. On fait tous ça. Le phénomène de projection, c'est quelque chose qu'on fait tous. On vit des choses à l'état de soi. On n'est pas capable de les gérer. Puis on va pointer du doigt à l'extérieur pour se décharger, pourrait-on dire, de la souffrance qui est en nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et c'est pour ça que dans l'idée de la pratique de la pleine conscience intuitive, l'idée de lecture intuitive, déprogrammation et soins, toujours appliqué de la même façon pour permettre justement cette idée que l'objectif, c'est de retrouver l'alignement parce que justement, l'alignement va se faire de quelle façon? Mais en se dégageant de toutes ces programmations limitatives qui pourraient nous amener dans des voies qui ne sont pas en accord avec qui on est finalement. Donc, l'autre élément que j'avais donc envie de vous parler, je regarde un petit peu, j'avais pris des notes hein, pour ne pas vous dire n'importe quoi. Donc, je suis rendu à l'étape de la démonstration, à moins qu'il y ait des questions que des gens auraient par rapport à l'ensemble de ce qui a été communiqué jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, ben, ce serait le moment de me les poser. Vous pouvez donc ouvrir votre micro si jamais vous voulez le faire de façon audio, de façon de vive voix, ou bien vous pouvez me le faire part dans le chat. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire que je fasse une démonstration, on pourrait le faire également. Donc, Pierrette qui dit je veux bien, c'est donc la première personne qui se manifeste que je vais prendre pour l'occasion. Est-ce que tu as un thème particulier, Pierrette? Non, pas particulièrement. OK. Je sais pas si tu as entendu. Oui. Oui, j'ai entendu, oui, oui. Oui, donc pas particulièrement. C'est ça que tu m'as dit. Non. En plus, j'ai eu des états dissociés, mais bon. Ouais, mais là, comme je dis, une démonstration, Oui, donc on ne se lance pas oui. dans des trucs super compliqués. Alors, pour revenir sur la pratique, évidemment, je vous ramène un petit peu à l'idée de comment on pratique les choses. Donc, la première étape, c'est l'enracinement. Pourquoi l'enracinement? Je le rappelle parce que c'est quand même, je le répète tout le temps, mais bon, c'est toujours intéressant de se rappeler, c'est que c'est la notion d'alignement. L'enracinement permet de se retrouver dans une position de verticalité. Cette verticalité, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? C'est de reconnaître que je ne suis pas seul. Alors, quand je dis je ne suis pas seul, je fais référence au fait que mon corps physique fait de chair et d'os. euh, on peut se sentir seul en tant qu'être humain dans une vie telle que qu'on la vit, parce qu'effectivement, on peut penser quelque part que ne pas être seul, c'est d'avoir des gens autour de soi. Maintenant, quand on reconnaît quelque part que la vie qui m'anime, ben, quelque part, elle est animée d'une façon plus importante quand je me relie à l'énergie de la Terre et à celle du ciel, c'est là qu'on comprend que l'idée de ne pas être seul, c'est donc reconnaître finalement qu'on est relié à quelque chose de plus grand que soi, qui est la vie, une vie quelque part qui n'est pas associée donc à d'autres êtres humains systématiquement, mais qui sont associés à ma capacité à me relier au grand tout, donc à l'énergie de la Terre et celle du ciel pour que ça puisse circuler en moi d'une façon verticale. Cette verticalité me permet d'assumer qui je suis et de me retrouver dans une position où je vais me sentir justement dans une position de témoin. Le témoin, c'est quand je reconnais quelque part que l'énergie de la Terre et du ciel circule en moi, je développe au niveau de mon soleil, au niveau de mon cœur, un soleil rayonnant lumineux. Ce soleil devient ma référence intuitive avec laquelle je vais pouvoir voyager, justement. Et ce voyage-là va se faire parce que je vais être le prolongement de l'énergie de la Terre, celle du ciel. Donc, je suis vraiment habité par la conscience intelligente de l'univers pour effectuer un travail intuitif. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir une position de témoin, qui va me permettre donc de ne pas être coloré par ma conscience dans la démarche intuitive. Et c'est pour ça que c'est si important de se préparer avec cette pratique de l'enracinement. Après, donc, la pratique de l'enracinement, bien évidemment, on crée comme cette idée du voyage. Le voyage de l'âme, à quelque part, c'est un peu comme si notre soleil rayonnant lumineux, on construisait comme un genre de véhicule qui allait nous permettre de voyager, tout simplement. Alors, le voyage peut se faire dans mon corps, il peut se faire dans ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques, en se rappelant évidemment que ce voyage-là, quelque part, est un voyage subjectif
par ma propre conscience. C'est-à-dire que avec le temps et de la pratique, je vais me libérer d'une subjectivité, c'est-à-dire que je vais être de plus en plus capable de pouvoir le faire efficacement, mais qu'au début, évidemment, on doit reconnaître qu'on est inévitablement tous un peu limités. Et ça, je pense que c'est important donc de le reconnaître. Et évidemment, pas, même si on est limité, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en mesure de faire quelque chose de très bien dans une démarche comme celle-là. Donc, et puis évidemment, c'est là qu'on va faire la lecture intuitive des programmations et soins. Donc, je vous dis simplement, je vous rappelle toutes les étapes là, pour vous faire comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, on va y aller donc avec Pierrette. Dans toi, Pierrette, la chose là, je vais te raconter quelque chose, puis on va le voir un peu comme une petite histoire finalement. La première chose que je sens, c'est au niveau de tes intestins, au niveau donc de la région du chakra racine. Et ce que je sens dans un premier temps, c'est qu'il y a une femme à quelque part qui est là. Pour moi, c'est comme une comtesse. On va l'appeler comme ça. Et cette comtesse-là, quelque part, elle est en train d'abandonner l'idée qu'elle puisse être un jour reconnue. Tu sais, être un jour reconnue, ça veut dire quoi? Ça veut dire être reconnue, c'est de constater quelque part qu'elle mérite. Toi, quand on est reconnu, ben, on mérite à quelque part d'être reconnu et on a un statut, on peut être vu, être écouté, on a une espèce de déploiement qui se fait à ce moment-là. Et ce que je sens de cette femme-là, c'est qu'il y a c'est comme si c'est relié aux intestins pour moi, puis il y a vraiment comme une énergie qui descend trop fortement. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se fatiguer. OK, comme ça que je pourrais décrire ça. Et on va évidemment pas te laisser comme ça, je vais faire la déprogrammation, mais d'abord, je vais te demander comment tu reçois ce que je viens de te dire. Euh, ben, je sais que je sais qu'actuellement je travaille sur ma place et ça m'a surpris ce que tu m'as dit, le fait que je décide maintenant de de pas vouloir prendre cet état de concept de comtesse, c'est ça que tu es en train de me dire? J'ai- C'est-à-dire, oui, mais moi, ce que je te dis, c'est là, on va pas te laisser comme ça, donc je vais approfondir. Mais la première chose que je sens, c'est que cette femme-là, cette comtesse-là, c'est un peu comme si elle lançait la serviette. C'est comme ça que je sens ça. Parce que quelque part, il y avait quelque chose chez elle, tu sais, qu'on dit exagérément désireuse d'être mise en avant, tu vois, exagérément désireuse d'être mise en avant. Et que parce qu'elle était dans cette position-là, ben, quelque part, elle souffrait parce qu'elle n'était jamais mise en avant suffisamment, tu vois. Et elle avait donc toujours l'impression qu'on lui donnait pas la place qu'elle méritait. Et j'ai l'impression que quelque chose est en train de changer à ce niveau-là, comme si effectivement, et là, on va aller voir un peu plus en détail, si tu veux bien, pour approfondir. Ça te va? Ouais, 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 je veux bien parce qu'il y a un problème avec la place. Je savais pas si j'avais à prendre ma place ou c'était l'ego ou pas. Je savais pas trop. OK. Tu vois, la première chose qu'on sent de cette fameuse comtesse-là, c'est les pleurs, tu vois. Il y a des pleurs chez elle. Et ces pleurs, bien évidemment, c'est tout en relation avec, là, j'exagère avec les termes que je vais utiliser, mais tu sais, le sentiment d'humiliation. Cette comtesse-là a vécu des humiliations parce que justement, comme elle avait une volonté très, très grande d'être vue, ben, inévitablement, dès qu'on a une volonté d'être très vue et qu'on n'y parvient pas, ben, ça devient facile pour nous de se sentir humiliés parce qu'on a l'impression, quelque part, que les gens ne nous donnent pas, quelque part, ce qu'on mérite, ce qu'on juge qu'on mérite. Alors, il y a quelque chose dans ce sens-là, il y a comme une forme de souffrance associée à ça. Puis, tu sais, puis ce qu'elle me demande, c'est le courage, tu vois. Puis quand je lui donne le courage, euh, c'est le courage d'abandonner quelque chose. Tu vois, cette comtesse-là, quelque part, elle traîne avec elle des exigences mirobolantes. Elle est une femme très, très exigeante. Elle veut beaucoup trop de choses et elle est donc, comment dire, elle ne pourra jamais être satisfaite, cette femme-là. C'est hors de question qu'elle soit satisfaite tant et son temps qu'elle va rester dans cette programmation-là. Et quand on lui apporte justement ce qu'elle demande, c'est un peu comme si elle se dégageait de cette
requêtes-là, de ces demandes-là qui sont impossibles à donner. Tu vois, comme c'est sûr qu'elle ne pourra jamais arriver à s'en sortir si elle ne lâche pas le morceau, comme on dit. Et c'est comme si je sentais qu'elle était aujourd'hui prête à abandonner quelque part cette tension qui est en elle, hein, cette volonté d'être reconnue, comme si elle était prête à accepter ça. Et que quand elle lâchait prise, tu vois, il y avait comme au niveau du cœur, tu vois, comme ça que je sens ça, au niveau de ton cœur à toi, hein, comme s'il y avait quelque chose qui s'agrippait. Euh, ça s'agrippait parce que c'est un peu comme une femme qui s'agrippe, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train de faire une escalade. Elle monte une montagne et le sommet de la montagne, c'est le cœur. Et là, je la vois arriver très difficilement au cœur et elle met un drapeau. Et le drapeau, mais c'est un peu comme si je te voyais, toi, t'approprier le droit d'être la femme que toi, tu reconnais. Parce que cette femme-là qui arrive à mettre le drapeau sur la montagne, cette femme-là, elle fait un gros travail sur elle-même. Elle fait un gros cheminement pour arriver à mettre le drapeau sur le cœur en se disant, c'est moi ça. Tu vois? Elle n'est plus en train de dire, c'est elle qui est moi. Non, non, je reconnais que cette femme-là, elle prenait trop de place, elle voulait trop finalement être reconnue, elle voulait trop, à quelque part, exiger trop de choses. Ça me rendait malheureuse. Et là, je suis prête à me reconnaître le droit d'être qui je suis. Donc, je ne suis plus cette femme-là, donc je me libère d'elle, je m'en dégage et je me donne l'opportunité de me réapproprier le droit d'être qui je suis. Et c'est là que le cœur apparaît comme étant plus, tu sais, la femme de cœur. La femme de cœur, c'est la femme qui se met en lumière, mais avec le cœur. Elle n'est pas dans l'exigence, elle est plutôt dans le partage. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je te dis. Ouais, 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 ça me parle pas mal parce que je savais pas tout ce que tu es en train de dire, je l'avais pas compris intérieurement, mais je me disais c'est mon ego, c'est pas, mais en fin de compte c'était ça, en fin de compte c'est marrant. Ouais, ouais. Ouais, mais je te dirais que l'ego n'est pas une mauvaise chose de toute façon. L'ego, c'est comme nécessaire. On est tous confrontés à devoir expérimenter notre ego pour exister. Alors, tantôt, je te parlais de la lumière. La lumière, finalement, c'est une énergie qui est dénuée d'ego, tu vois. Mais cette lumière-là, pour qu'elle soit dénudée d'ego, mais il faut que l'ego, à quelque part, ait du vécu assez grand pour être capable de se libérer de ce à quoi il s'était identifié. Et ça, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui demande du temps. Et je te dirais que là, tu es en train de laisser tomber des grosses couches d'ego, justement, pour te donner la Ouais. permission de reconnaître ton droit égoïque de t'aimer et d'aimer, tu vois. C'est un droit égoïque de le faire et c'est une très belle chose que ton ego te donne cette permission-là, tu vois. Il ne faut pas le voir comme étant quelque chose de mauvais, tu vois. Non, 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 je le voyais pas comme, comme tu disais, je lâchais, mais Euh, parce que je me posais vraiment ces questions, si j'avais, vu que j'étais en transition professionnelle, si j'avais vraiment à aller, c'était pas une obligation pour moi, et je me disais, mais mince, c'est mon ego qui me pousse à prendre une nouvelle place, ou est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire, mais ça me fait du bien ce que tu me dis, parce que ça veut me dire que, en fin de compte, il faut se laisser vivre, sans se prendre la Ouais, ouais. tête. Ben oui, ouais. C'est toujours préférable de pas se casser la tête, d'être connecté davantage avec ce qu'on a envie de vivre et de moins se Bah casser la ouais, tête, c'est sûr, ouais. c'est bien ça, je suis contente. Ben, tant mieux, tant mieux. Ah, mais je te remercie. Donc, c'est un peu la petite démonstration. Ça te va? Ouais, et tu disais, ça agit le fait que tu dises ça, puisque tu disais que ça faisait un soin en même temps? C'est sûr que c'est une démonstration, mais en même temps, toi, ce que je te dirais, c'est que bien sûr, d'une part, tu l'as dit toi-même, ça te rend joyeuse. Donc, à quelque part, il y a donc un élément, il y a deux éléments dans le soin. C'est-à-dire que quand je te dis que l'énergie, elle est déjà, dès le départ, on a pu voir qu'elle était dans un processus de transformation, dans un processus de libération, pourrait-on dire plutôt. Alors moi, je te dirais deux choses par rapport à ça. Un, le fait d'avoir fait le travail sur l'énergie en question, ça t'amène, toi, à développer un autre regard sur toi-même, à faire des prises de conscience. Donc, ça a renforcé ton cerveau vers le changement. Et d'autre part, au niveau des intestins, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui est en train de se faire au niveau des intestins déjà. Avant même que, quand j'ai commencé à regarder ton énergie, il y avait déjà quelque chose qui est en train de se faire et peut-être que ça va se poursuivre. Donc, je te dirais d'être attentive à ça pour aider le travail si jamais tu en sens le besoin. Donc, ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, bien évidemment, l'idée de la femme qui arrive à monter au niveau du cœur et à mettre son fameux drapeau, ben pour moi, quelque part, c'est le potentiel futur qui est en train de se manifester là, à cet endroit-là. Tandis que tu es en train de le faire et que, évidemment, quand tu vas le faire, mais qu'est-ce que ça va t'amener? Ça va t'amener une femme, une femme différente. Une femme qui va se rendre compte que le plus important pour elle, c'est pas d'être vue, c'est d'aimer. Et pour elle, cette femme-là, quand elle aime, elle prend sa couleur et sa lumière. Ça veut pas dire qu'elle prend de la place inutilement. Ça veut dire qu'elle est capable de prendre de la place.
pas inutilement, mais prendre de la place parce qu'elle rayonne, parce qu'elle a envie de partager, parce qu'elle a envie de dire des choses, parce qu'elle a envie d'exister finalement, tu vois. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose là-dedans de plutôt gay là-dedans, tu vois. Et moi, je te dirais que cette femme-là, bien évidemment, elle va peut-être avoir envie, effectivement, de faire des choses qu'elle a envie de faire, mais qu'elle pourrait juger en se disant, oui, mais on va me voir, oui, mais ils vont penser que je suis orgueilleuse, ils vont penser que je suis fière, ils vont penser que je me trouve belle, ils vont penser, toi, ils vont penser plein de choses, mais on s'en fout parce que c'est justement ton droit à reconnaître qui tu es finalement qui est en train de se manifester là-dedans. Tu comprends? Ah ouais, génial. Ouais, vraiment, ça me fait du bien ce que tu me dis. Parce qu'en fin de compte, on peut prendre sa place, par en étant connecté à son cœur, ce qui fait que c'est pas la même chose. Mais tu sais, sa place, de toute façon, tout le monde a une place, tu vois. Maintenant, il y a des gens qui prennent trop de place parce qu'à quelque part, ils prennent la place de d'autres gens, tu vois. Ils veulent tellement être existants qu'ils prennent trop de place. Mais quand on prend de la place, mais parce qu'on est cette place-là, ben, quelque part, on n'est pas en train de se demander si on prend trop de place, on est cette place-là, tu vois. Et je pense que quand on est à l'extérieur de soi, tu sais, comme quand tu me dis, quand on pourrait dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? On n'est pas à notre place quand on pense comme ça. On est à la place des autres, tu vois. Quand on est à notre place, on fait ce qu'on a à faire. Mais quand on est dans un processus où on a l'impression que les autres vont nous juger ou vont nous dire quelque chose sur nous, c'est là qu'on est dans une position où on est piégé à ce moment-là. Tu comprends? Ouais, 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 super. Merci en tout cas. Ben, C'était bienvenue, super. bienvenue. Oui. OK, donc la dernière étape de notre entretien, c'est une petite expérimentation. Si ça vous dit qu'on fasse ça, on va se lancer dans l'aventure. Ça vous va? Donc, l'idée, ça va être de faire une petite expérience assez simple, à quelque part, dans laquelle on va, tu sais, je vous parlais des mémoires d'autres vies, mais moi, ce que j'ai pensé qu'on allait faire, c'est un petit voyage, justement, dans plusieurs endroits dans l'histoire, dans notre histoire collective de l'humanité, et d'aller voir, effectivement, s'il y a des messages qui peuvent être exprimés à travers ça. C'est un peu ça, le voyage que je vous propose de faire. C'est un exercice que les gens aiment bien en général, donc je pense que ça devrait vous plaire également. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement de façon à ce que votre corps puisse se relaxer, se relâcher, se détendre. Et vous allez donc simplement fermer les yeux, vous poser votre conscience à l'intérieur de votre corps, un peu comme si vous allez déposer votre conscience dans votre corps et que votre corps, ben, allait simplement l'accueillir naturellement, simplement. Le fait qu'on se dépose dans notre corps, ben, nous permet de devenir plus sensible au fait que notre corps est relié à la Terre et que la Terre nous invite à se connecter à elle. C'est alors que notre conscience va se déplacer vers nos deux pieds pour créer des racines sur la plante de nos pieds qui vont descendre très profondément dans la Terre. Et cette énergie de la Terre, qui est très, très généreuse, ben, elle va se propager dans ses racines pour remonter, remonter, remonter jusqu'à nos pieds. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre la présence de cette énergie de la Terre qui se propage dans nos deux pieds, comme si cette énergie de la Terre nous invitait à nous retrouver dans une position du présent, comme le fait que je puisse ressentir, voir et entendre cette énergie de la Terre se propager dans mes deux pieds, me ramène dans mon présent, dans l'ici maintenant. Et cette capacité que j'ai justement de faire des pas dès maintenant, des pas dans la bonne direction, des pas qui sont en accord avec qui je suis, comme si je me permettais d'avoir cette liberté, cette aisance, de pouvoir simplement faire les pas qui me sont nécessaires pour arriver à trouver le chemin, à donner le droit au chemin que je mérite. Et cet énergélateur va donc poursuivre sa propagation dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, dans mes cuisses et dans mes hanches. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui se propage dans mes deux jambes, comme si elle me permettait de me sentir de plus en plus solide, de plus en plus connecté avec cette énergie de la Terre, et comme si cette énergie de la Terre m'invitait à me tenir debout et assumer justement ce désir que j'ai de prendre des pas dans ma bonne direction, dans le chemin que j'ai choisi de prendre.
Ce chemin que j'ai choisi de prendre n'est peut-être pas absolument certain. Je n'ai pas la conviction absolument certaine que c'est le bon chemin que je prends. Mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai envie de prendre ce chemin-là et d'aller voir qu'est-ce qui est là. Et de pouvoir ensuite évaluer si cela me convient ou pas, ou si c'est un bon chemin ou pas. J'ai la liberté de changer de voie, de changer de direction si je le souhaite. Et cela me permet de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre cette liberté que cet ingélateur me procure, de reconnaître que je peux faire des erreurs, que je peux prendre des chemins, changer de voie par la suite. Et que tout ça m'incite à reconnaître que j'ai un pouvoir, un réel pouvoir sur ma propre vie et que je n'ai pas l'obligation de suivre un chemin éternellement. Je peux remettre en question les choix que je fais, les gestes que j'oppose, parce que je suis un être libre et parce que j'ai besoin justement de me sentir dans cet état de liberté pour trouver mon chemin, trouver la voie qui me convienne. Tout doucement, cet énergélateur va se propager maintenant vers la région de mon bassin, le chakra racine, comme si cette énergie-là me mettait en connexion avec mes pulsions de sécurité. Et ces pulsions de sécurité, ben, cette énergie-là se propage afin de me donner une sécurité la plus confortable possible à l'intérieur de moi. Cette sécurité me permet de constater que depuis le début des temps, l'humanité entière cherche à développer cette sécurité. Et aujourd'hui, je regarde cette histoire de l'humanité qui est à la recherche de cette sécurité depuis si longtemps. Et je me dis, c'est assez. J'ai envie, moi, de me la donner. J'ai envie de ne plus être en résonance avec l'insécurité qui existe depuis le début des temps. J'ai envie de m'apporter ce qui est nécessaire pour que cette sécurité puisse être présente, omniprésente, à tout moment et à tout instant dans ma propre vie. Et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette propagation de l'énergie de la Terre qui se manifeste dans mon chakra racine afin de m'apporter toute la sécurité qui m'est nécessaire, afin de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre cette position d'alignement qui commence à prendre forme, comme si je me sentais que mon bassin se redressait et me permettait de bien ressentir l'énergie de la Terre se propageant dans toute la région de mon chakra racine et de remonter progressivement vers mon chakra sacré. L'énergie se propage dans mon chakra sacré afin de me mettre en contact avec mon identité, ce désir que j'ai de pouvoir reconnaître ce que je suis profondément en moi. Comme si cet énergie me permettait de ressentir, de voir et d'entendre l'essence de qui je suis et de constater combien cette essence de ce que je suis s'est transformée à travers le temps, à travers la souffrance, les douleurs, les difficultés. J'ai, malgré moi, développé un comportement, une façon d'être qui n'est pas nécessairement en accord avec qui je suis au fond de mon être. Il y a peut-être des comportements que j'ai adoptés qui sont complètement contraires à qui je suis. Aujourd'hui, je déclare que je n'accepterai plus cela, que je vais me tendre la main et retrouver qui je suis, retrouver cette lumière et ne plus jamais la laisser, de lui donner la permission de s'expansionner, de prendre de plus en plus de place dans mon être, afin que je puisse retrouver le droit à être véritablement la personne que je suis. Et on cherche ici donc à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la Terre qui se propage dans toute la région de mon chakra sacré, afin de bien sentir justement ce grand calme que cela opère en moi, le grand calme qui me dévoile qui je suis réellement. Et cela me fait beaucoup de bien de ressentir que je suis en train de retrouver cet état de bien-être à l'intérieur de moi. Tout doucement, cette énergie de la Terre va poursuivre sa propagation vers mon plexus solaire et je cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre l'énergie de la Terre qui se propage dans toute cette région de puissance et de force qui est reliée au chakra solaire. Comme je constatais qu'il y avait une très grande envie en moi de rayonner, de manifester une force, une puissance. Et je constate que tous les êtres humains qui sont autour de moi ont ce même désir. De quelle façon peut-on, chacun d'entre nous, collaborer tous ensemble afin que cette puissance, cette force qui est en nous puisse rayonner avec les autres autour de nous et que chacun d'entre nous puissions devenir de plus en plus puissants parce que chacun d'entre nous, nous nous reconnaissons mutuellement.
Donc, on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cet ange de la terre qui rayonne dans mon plexus solaire, me donnant le droit d'être puissante, puissant, et de constater que je puisse aussi honorer la puissance et la force de chacun des gens qui sont autour de moi. Et cela me donne l'opportunité de bien voir, de bien entendre, de bien ressentir cet ange de la terre qui s'aligne, qui aligne ma conscience à être de plus en plus vrai, de plus en plus en accord avec qui je suis. C'est alors que l'énergie de la terre peut remonter progressivement vers la région de mon cœur, comme si j'accueillais qui j'étais. J'accueillais avec amour qui j'étais. Je reconnaissais ce droit que j'ai de marquer le sol, de me tenir debout, de reconnaître mes besoins de sécurité, mes besoins affectifs, être qui je suis vraiment. Ce désir que j'ai d'être dans mon pouvoir, ce désir que j'ai de m'aimer dans mon cœur. Et que plus j'accueille dans mon cœur cet amour que j'ai pour moi-même, et plus je constate que l'énergie de la Terre peut se propager encore plus abondamment de mes deux pieds jusqu'à mon cœur et de mon cœur jusqu'à mes deux pieds. Dans ce mouvement de va-et-vient, je constate que je deviens de plus en plus vivant. Je deviens de plus en plus en harmonie avec qui je suis véritablement. Je libère des couches de mensonges, des couches de comportements que j'ai développés qui ne sont pas en accord avec qui je suis réellement. Et que tout ça me donne l'opportunité de sentir la lumière rayonner de plus en plus fortement en moi. Une lumière de plus en plus vraie, qui vibre de plus en plus en diapason avec qui je suis réellement. Et que dans cette position d'ancrage où je me sens très fortement connecté au sol, je deviens un attracteur capable de faire venir à lui l'énergie du ciel, provenant des planètes, du soleil et de l'infiniment grand. C'est alors que je peux percevoir cette lumière du ciel se propager sur moi comme si je recevais une douche de lumière. Cette douche de lumière est très rayonnante et très lumineuse et elle me permet de prendre conscience que je fais partie de ce grand tout et que ce grand tout fait partie de moi et que cette lumière se répand sur tout mon être, éveillant chacune des cellules qui m'animent, me permettant d'expérimenter un élargissement de ma conscience où je me sens devenir de plus en plus grand, avoir une conscience de plus en plus élargie et que cela me permet de me connecter au niveau du sommet de ma tête à une lumière très rayonnante et très intense qui part du sommet de la tête pour remonter très très haut dans le ciel afin de se connecter avec mon âme. Et mon âme me transmet des signaux, de l'information, comme si elle m'apportait de la paix intérieure, comme si elle me transmettait de la paix intérieure, comme si elle voulait me bénir, elle voulait me prendre dans ses bras et m'exprimer que j'avais fait tout ce qui était nécessaire jusqu'à maintenant pour être bien et qu'aujourd'hui, il était temps pour moi de me donner la permission de ne plus être dans l'effort, mais de simplement l'accueillir dans sa lumière. Car l'accueillir dans sa lumière, c'est de nous libérer de tous ces manques, de tous ces efforts qui ont pu se faire. C'est de retrouver un espace présent dans lequel un silence peut s'exprimer. Le silence de cette lumière pure qui se manifeste en moi et qui me guide à chaque instant. Cette lumière fait son travail au sommet de ma tête pour me permettre justement de lâcher prise, de lâcher prise et de lâcher prise et d'accueillir cette lumière de plus en plus profonde, de plus en plus rayonnante, de plus en plus lumineuse, qui se propage tout doucement maintenant vers mon chakra frontal, comme si cette lumière venait équilibrer mes deux hémisphères cérébraux, le droit et le gauche, me permettant de développer une position de témoin qui fait de moi un observateur qui regarde le génie de la vie, qui comprend quelque part que la vie est animée par une intelligence qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que moi, et que le fait que je puisse collaborer avec cette intelligence me permet d'accéder à sa conscience, à son intelligence. Je peux ressentir, voir et entendre cette abondance d'intelligence qui se manifeste en moi, dans mon chakra frontal, comme si je me sentais envahi par une douce lumière qui élargissait mon cerveau et qui me faisait comprendre que je pouvais avoir accès à tout cela à partir du moment que je l'accueille, que je lui laisse la place, que je lui laisse de la place et qu'elle prenne cette place. Et cette lumière vient éveiller tous mes sens,
que ce soit mon sens visuel, mon odorat au niveau de mon nez, le sens gustatif au niveau de ma bouche, le sens de l'ouïe au niveau de mes oreilles, le sens des sensations au niveau de ma peau. Je constate que cette énergie de lumière vient éveiller tous ces sens afin que je sois capable de m'ouvrir à cette intelligence universelle d'une façon de plus en plus importante et d'une façon toujours de plus en plus importante. Et que cette énergie du ciel puisse se propager doucement vers ma gorge afin de m'ouvrir au pouvoir de l'expression, au pouvoir créateur de cet être humain qui reconnaît qu'il est devenu quelqu'un d'autre aujourd'hui, car il est connecté avec sa lumière, il est connecté avec sa grandeur, il est connecté avec sa force évolutive, et que parce que c'est comme ça, il se donne l'autorisation de nommer ce nouvel état, ce nouveau potentiel, ce nouveau chemin qu'il prend. Et c'est là que l'acte créateur se manifeste. Je reconnais que je suis en train de me reconnaître, de me trouver et de prendre le chemin qui me convient. Doucement, cette énergie du ciel va descendre jusqu'au chakra du cœur, là où déjà l'énergie de la Terre se trouve en quantité importante. Et ces deux énergies vont se mélanger l'une dans l'autre, dans mon chakra du cœur, comme si ces deux énergies qui se mélangeaient l'une dans l'autre me rappelaient qui j'étais, me rappelaient que cette lumière pure est présente en moi et qu'elle me permet de renouer contact avec un alignement, avec un sentiment que je suis tout, que tout doucement, la connexion avec la terre et le ciel me permet d'expérimenter un soleil rayonnant lumineux dans mon cœur. Et ce soleil rayonnant lumineux, à mesure que j'inspire l'énergie de la terre et que j'expire l'énergie du ciel, cela permet de créer un soleil de plus en plus rayonnant et de plus en plus lumineux, de façon à ce que la lumière se propage d'une façon de plus en plus importante dans mon corps, jusqu'au moment où je sente que je suis devenu comme une sphère lumineuse. Cette sphère lumineuse est pleine, me remplit de lumière dans tout mon corps et me fait comprendre que je vais effectuer un voyage d'âme qui va me permettre donc de ressentir, de voir, d'entendre que cette sphère lumineuse va doucement élever sa conscience vers le ciel. Et je peux ressentir, voir, entendre cette élévation qui prend forme, comme si cette sphère lumineuse avait la capacité de faire tout à une vitesse absolument incroyable. Et on sent que cette sphère lumineuse va s'élever dans le ciel, très très haut dans le ciel, d'une façon très très grande, très rapide, sans que cela soit apparent. Et elle va nous inviter à nous connecter avec les origines de l'histoire humaine. Nous allons remonter dans le temps et cette sphère lumineuse va nous amener là où cela est nécessaire pour qu'on puisse se mettre en connexion avec les origines de l'être humain. Cette sphère va donc remonter dans le temps, elle va remonter dans le temps, elle va remonter dans le temps en adoptant la capacité de pénétrer dans un couloir du temps et de remonter dans le temps jusqu'à cette époque, les origines de la conscience humaine, les premiers êtres humains qui ont commencé à se développer sur la Terre. Et cette sphère lumineuse va donc atteindre cet espace, cette époque, et lorsqu'elle l'a atteint, elle va tout doucement descendre, descendre, descendre jusqu'au sol, où elle va se déposer avec énormément de douceur. Et cette sphère lumineuse va sembler ouvrir ses portes pour qu'on puisse voir apparaître, sous la forme d'images, de sensations, de mots, une situation liée aux origines de l'humanité. Et on va observer ce qui est présent, on va donc le décrire, ce qu'on voit, entend et ressent. Alors l'idée ici, c'est de jouer avec la perception. On n'est pas en train de se demander si on a la vérité, on est en train de jouer à percevoir quelque chose.
et à se laisser guider par les perceptions, même si on peut en douter. On se laisse, on se fait confiance et on joue avec la pratique qu'on est en train d'effectuer. Il est donc possible, à mesure qu'on décrit ce qu'on voit, entend et ressent, que l'on perçoive peut-être un individu qui est là, une personne qui cherche à communiquer avec nous. Cette personne a peut-être un message à nous transmettre, un conseil à nous donner, ou une information à transmettre à la collectivité humaine. Et on va prendre le temps donc de voir cette personne, cette chose, même si cela est indéfini, qui va se présenter à nous et qui va venir donc nous transmettre un message qui peut être perçu visuellement, auditivement ou encore par des sensations. Et on cherche simplement à interagir avec cette personne. On va prendre quelques instants pour chercher simplement à communiquer avec, avec elle. Maintenant qu'on a peut-être reçu un message, on va constater qu'il souhaite nous donner un cadeau. On va prendre le temps donc de recevoir le cadeau en question, tout en étant attentif à la raison d'être de ce cadeau-là. Et lorsqu'on va être prêt, on va donc simplement chercher à conclure en remerciant donc ceux qui étaient présents et simplement se préparer à entreprendre donc poursuivre notre voyage, donc en remerciant ceux qui étaient présents, ce qui nous a été communiqué et en disant au revoir pour retrouver notre véhicule qui va nous permettre de voyager et de poursuivre donc le voyage. Donc on va se retrouver dans la sphère lumineuse et cette sphère lumineuse va donc s'élever de nouveau vers le ciel
et elle va donc nous amener dans une autre époque, une autre période de l'histoire de l'humanité. Nous allons donc l'inviter à nous amener à l'époque de son choix, dans laquelle on va se connecter avec une civilisation très ancienne, mais qui avait développé énormément de connaissances, que ce soit scientifiques, technologiques ou autres. Et on va donc se relier. Ça pourrait être par exemple les Mayas, pour donner l'exemple. Ça pourrait être d'autres époques. On va simplement se laisser guider par la sphère lumineuse qui va nous amener dans cet espace en adoptant le couloir du temps qui va lui permettre de voyager très, très rapidement. Elle va donc atteindre l'endroit visé et elle va donc descendre. Le véhicule va donc descendre pour se déposer sur le sol. Elle va donc ouvrir ses portes et de nouveau, nous allons nous retrouver dans une autre période de l'humanité dans laquelle on va prendre le temps de décrire et de constater que dans cette description, nous allons voir apparaître des individus, un individu ou des individus qui auront le désir justement de vouloir communiquer avec nous et de vouloir nous transmettre un message concernant notre individualité, notre être, ou encore un message qui s'adresserait à la collectivité humaine. Et on va prendre le temps simplement de décrire ce qu'on voit, entend et ressent et de questionner, de communiquer, d'échanger pour parvenir à comprendre le message qui souhaite nous être transmis. On va prendre quelques instants pour cette étape-ci. Et maintenant qu'on a reçu le message, on va chercher maintenant à accueillir le cadeau qui veut être offert. Ce cadeau peut être de diverses façons se manifester. On cherche donc à le décrire, puis évidemment, prendre le temps de questionner pour comprendre la raison d'être de ce cadeau, quel est le sens de cela et de quelle façon qu'on pourrait l'utiliser.
Et on va maintenant donc chercher à conclure en remerciant donc les informations qui nous ont été données. Dire au revoir et ensuite se déplacer pour retrouver notre véhicule qui va nous permettre donc de voyager, de poursuivre notre voyage d'âme. Et on va donc constater que ce véhicule va nous permettre de remonter très très haut dans le ciel et de pouvoir voyager. Cette fois-ci, nous allons voyager dans un futur très très lointain, dans lequel un message nous va nous être adressé. Et on va laisser donc ce voyage, ce véhicule prendre la ligne, le couloir du temps pour aller dans le futur. Elle est très très loin dans le futur pour se relier à une époque future qui a un message à nous transmettre, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau collectif. Cet astronef va donc atteindre l'époque en question et va donc descendre tout doucement vers la Terre pour se déposer et ouvrir les portes de l'astronef pour qu'on puisse voir, entendre, ressentir ce qui est présent. On va prendre le temps ici de décrire ce qu'on voit, entend et ressent et on va voir apparaître donc des individus possiblement qui vont se déplacer pour venir communiquer avec nous, pour nous transmettre un message. On va prendre le temps alors donc de discuter avec lui pour arriver à comprendre la raison d'être de ce qu'il souhaite nous communiquer. On va prendre quelques minutes pour cette étape-ci. Et quand on sera prêt, donc on pourra ensuite maintenant accueillir le cadeau qu'il souhaite nous donner et évidemment écouter les explications qui sont associées à ce cadeau-là.
Et quand on sera prêt, on pourra donc remercier ce qui nous a été offert, remercier la présence de ces personnes. Et on va pouvoir tout doucement donc revenir dans notre astronef. Et lorsqu'on est dans l'astronef, on va pouvoir constater qu'il va s'élever vers le ciel. Et il va maintenant, cette fois-ci, nous ramener là où nous sommes présentement. Et encore là, il va adopter, donc, prendre le couloir du temps pour retrouver notre époque, notre période actuelle et redescendre tout doucement là où on se trouve à l'intérieur de notre cœur. Quand on se retrouve à l'intérieur de notre cœur, on peut prendre le temps ici simplement de faire le point sur l'expérience que nous venons de vivre en accueillant ce qui s'est passé. Quoi que ce soit passé, on l'accueille, on le remercie, même si on n'a pas tout compris, même si on n'a pas tout saisi. On peut même avoir de la gratitude pour ce qu'on a vécu, en sachant que c'est le début. C'est le début d'une aventure dans laquelle la langue intuitive va se déployer, se développer avec plus d'aisance, plus de facilité, à mesure que l'on ouvre notre conscience à ce type de voyage. On va se remercier donc, remercier le processus intuitif qui était présent tout au long de cet exercice. Prendre une bonne inspiration ou bouger les extrémités et ouvrez les yeux quand on sera prêt à faire. Alors, s'il y a des commentaires ou des questions, ben, c'est le moment de les poser. Alors, l'idée de cet exercice-là, évidemment, c'était de faire un petit voyage qui vous permettait de constater que, justement, ben, c'était limité, ce type de voyage-là. On peut voyager dans toutes les époques de l'humanité entière en effectuant ce genre de petits voyages-là, que j'ai voulu un peu court. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que ça a peut-être été un peu rapide. D'autres me diraient que ça a été trop long. Et comme c'était un cours, c'était pas un cours dans le sens que je m'adressais à des gens qui avaient des formations, qui avaient un désir d'être formés par moi, ben, j'ai choisi de le faire plus court pour éviter que les gens qui sont trop fatigués ou je ne sais quoi ben, puissent perdre concentration. Donc, j'ai cherché à ce que ce soit assez rythmé là, pour éviter cela. Mais si vous avez envie de les approfondir, ben, vous pourrez revenir sur l'exercice pour aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires qu'ils aimeraient faire? De très beaux cadeaux et messages. Merci Sylvain, Joanne, tant mieux. Merci de Pierrette. Donc, tout le monde est parvenu à le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à le faire, cet exercice-là? OK, donc, je vais vous laisser le soin de revenir. Puis peut-être que moi, pendant que je vois s'il y a des questions, des interrogations sur le chat ou de vive voix, donc, notre prochain rendez-vous, ce sera donc la semaine prochaine, même heure, même poste. Peut-être, c'est-tu même heure? Oui, c'est même heure. C'est un jeudi également.
C'est la semaine prochaine, c'est la troisième entretien que vous allez recevoir donc un lien avec le replay d'aujourd'hui et puis également la version PDF du livre Le Messager. C'est ça que vous allez recevoir. Donc, le thème de la prochaine fois, ça va être sur euh, archétype, spiritualité et guide. L'idée, évidemment, c'est que là, on a vu les états de conscience associés à notre histoire de vie, à notre personnalité. Là, on a vu les mémoires d'autres vies, mémoire familiale. Et là, on va voir, donc, le troisième volet, ça va être vraiment de se sortir un petit peu plus de l'expérience limitative, quelque part, hein, de l'histoire de l'humanité pour accéder à quelque chose un peu plus pur, hein, une forme de se rapprocher d'une pureté. C'est ça un peu l'idée de ça. Donc, on pourra l'explorer d'une façon plus importante la prochaine fois. J'ai une question ici, je ne sais pas trop où je suis allé, juste des impressions fugaces, parfois des visions, mais ça s'estompe très vite. Moi, je te dirais, Odile, à quelque part, l'idée, donc, l'idée intéressante qui peut être faite dans ton cas, c'est de prendre un papier et un crayon et de prendre le temps de noter chacune des visions et après ça, d'essayer de faire des liens, d'interpréter. Même si cette interprétation pourrait être presque oh ben non, c'est mon mental, je ne sais quoi, c'est pas grave. L'important, c'est de jouer avec ce qu'on a pu vivre. C'est un peu comme un rêve, hein. Des fois, on se lève le matin et on se dit, ah mon Dieu, c'est une drôle de nuit, j'ai eu des images fugaces, ça s'estompait vite, je comprenais pas. Alors, le fait de prendre le temps justement de noter chacune des images, ça peut être très intéressant pour finalement arriver à faire avoir une compréhension finalement qu'on n'aurait peut-être pas imaginé qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas fait ça. Donc, c'est ce que je conseille. Il y a Christelle qui me dit tout s'est bien passé, douleur dans le ventre, dans le plexus solaire et maux de tête par moment. Cela m'abrasse au niveau du ventre. Donc, si je comprends bien, Christelle, ta façon d'interagir avec ce qu'on a fait ensemble, c'était sensitif, si je comprends bien, puisque tu me fais que me manifester des sensations et que tu n'as pas eu d'informations comme telle de mémoire, par exemple, d'autres vies à travers l'exercice, si je comprends bien. Une chose par rapport au sensitif que je devrais peut-être dire à cet instant, c'est que, tu sais, quand on dit bon, douleur dans le ventre, bon, ben, on peut prendre le temps dans un cas de mémoire d'autre vie, on peut prendre le temps de regarder, bon, la douleur dans le ventre, elle appartient à qui? Tu vois, elle appartient à qui? Ça veut donc dire quelque part que quand on a les sensations, pour arriver à nous donner un peu plus de matière, on peut chercher justement à commencer se dissocier un petit peu de l'information pour être capable de la lier à une mémoire d'autre vie. Ouais, ça peut être une façon aussi qui peut être intéressante à ce niveau-là. Louise qui dit un futur plein d'espoir, les corps n'étant plus requis, sont en stase, sont en statut sur la Terre et l'âme en voyagement. Plein de vagues sensibles colorées, cadeau d'une grande unité, une sorte de conscience collective. C'est intéressant. C'est toujours intéressant le futur, hein. On a accès à toutes sortes de choses, on a beaucoup de potentiel futur assez exceptionnellement intéressant qui en résulte. Donc, c'est toujours intéressant. Francine qui dit, j'ai fait plusieurs voyages et reçu différents messages. C'est très intéressant, merci. Donc, vous voyez, alors, quand on dit que c'est simple, hein, je ne sais pas, bon, Français, je ne sais pas si elle a un grand bagage ou si vous avez vous-même tous un grand bagage, mais on commence, on fait un petit voyage comme ça et puis ça nous donne accès à quelque chose. Donc, c'est l'intuition, quelque part, c'est quelque chose qui se déploie à travers justement des mises en scène comme celles qu'on a fait aujourd'hui, comme on a fait la première fois aussi, c'était des mises en scène. Ces mises en scène-là, finalement, sont des prétextes pour laisser la sagesse intelligente de s'exprimer à travers donc les façons qu'on lui donne de façon de se manifester. Et c'est là, quelque part, que c'est intéressant. Si j'ai eu des informations, j'ai voyagé, mais en plus, j'ai eu cela. Donc, d'accord, Cristal, c'est bien, c'est juste que je vais vérifier avec toi. Louise qui dit à nos origines, perception juvénile de la conscience, mais soutien. Nous sommes toujours là pour vous. Souvenez-vous que nous sommes là. Donc, c'est intéressant parce que justement, cette notion de nous souvenez-vous que nous sommes toujours là, bien évidemment, ça nous rappelle aussi, nous, Antoine, Louise, par exemple, quand on se sent un peu seul, bien des fois, ben, ça peut être intéressant de se reconnecter justement avec ces ressources, parce que ça devient des ressources, hein. Ces mémoires d'autres vies-là, quelque part, ont des ressources peut-être qu'elles peuvent nous transmettre aussi. Donc, ça devient quelque part quelque chose qui peut se travailler pour justement chercher à nous sentir plus en paix, plus en harmonie, favoriser un mieux-être et tout ça. Donc, ça peut être intéressant de chercher donc à le travailler.
Donc, ben, écoutez, je vous remercie de tout le partage que vous m'avez fait. C'était une belle aventure. Donc, j'ai l'impression que chacun a vécu une belle aventure. Ton exercice correspond au numéro Time, No Espace de Monroe Institute, voyage de cet ordre et autres. Euh, Tu m'apprends quelque chose. Je connais Monroe Institute, j'ai suivi un petit peu l'enseignement de lui, mais en fin de compte, l'idée que j'ai proposée, c'est quelque chose que moi, j'ai développé dans mon enseignement, donc j'ai pas été pêcher ça chez Monroe Institute. Monroe Institute, c'est très intéressant, mais il y a une cartographie à quelque part. Puis c'est important, encore une fois, de comprendre que le jeu imaginaire est un système de représentation et que ce système de représentation, quelque part, il est commun à chacun. Alors, chacun peut arriver avec un système de représentation, mais l'important, finalement, c'est de développer justement ce mode de représentation-là, quelque part, de la façon où on se laisse porter par l'intuition et la sagesse. C'est ça, quelque part, qui est la clé. Parce qu'un exercice où on fait quelque chose comme ça, puis on est en contrôle, c'est pas intéressant. Plus on apprend à faire confiance à la sagesse intelligente, plus on est capable de se laisser guider par elle. Et c'est là, évidemment, que ce genre de travail-là, ben, quand je dis on fait un voyage d'âme vers une autre personne, c'est exactement la même démarche qu'on a fait ensemble aujourd'hui, que l'on fait, et on arrive à le faire. C'est ce que j'enseigne. Et si vous avez un intérêt, évidemment, pour le développer, ben, vous allez recevoir dans le prochain mail, une proposition qui aura pour objectif donc de vous inciter à vous inscrire si vous en avez envie, parce qu'il y aura donc une promotion assez importante qui sera faite pour le programme de formation sur le voyage d'âme, qui inclut donc l'enseignement sur la spirale évolutive, hein, dont j'avais un petit peu parlé la dernière fois, mais ce sera plus clair, je vous indiquerai ça dans le prochain mail. Avant qu'on termine, est-ce que vous auriez des commentaires, des derniers commentaires ou des questions sur l'ensemble de ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui? Donc, le prochain événement, en fin de compte, vous allez avoir un autre bonus. Le bonus, c'est celui-ci, c'est le livre c'est pas le bon. Je vous avoue, j'ai tout vendu mes livres, donc j'ai découvert ça ce matin. C'est Décollage intuitif et soins psychoénergétiques. C'est une vieille, ça, c'est la vieille version. Vous avez une version plus récente qui vient qui a été rééditée un peu, je pense l'année passée, qui a donc été améliorée. On parle de 25 leçons pratiques. Alors, pourquoi j'offre ce livre-là? Pourquoi je le donne, en fin de compte, la version PDF? Mais c'est justement pour vous aider à comprendre davantage la pleine conscience intuitive, vous aider à comprendre de quelle façon il est possible de développer la pratique tant sur soi-même que vers l'autre. Là, on n'a pas abordé la pratique vers l'autre dans le sens qu'on n'a pas pratiqué dans cette direction-là, mais c'est évidemment la force de la pratique de la pleine conscience intuitive. C'est là qu'elle se distingue de toutes les approches qu'on retrouve liées à un travail sur soi, parce que quelque part, on apprend vraiment à développer cette habileté-là d'une façon professionnelle. Donc, c'est ça un peu que j'avais à dire. J'ai un dernier commentaire ici que je vais aller voir. Euh, C'est Louis qui dit oui, je suis d'accord pour la cartographie proposée au Monroe Institute. Toutefois, comme toi, il a la liberté de s'approprier l'expérience via notre imaginaire. Louise, je vais te dire ça très franchement. L'idée de l'imaginaire, quelque part, ça appartient à tous les êtres humains sur Terre. Je te dirais quelque part que la capacité de développer cet élargissement de notre conscience appartient à tous les êtres humains sur Terre et que l'imaginaire est un outil à quelque part qui appartient à tous. Et évidemment, on peut tous avoir des approches différentes, mais la clé que j'aimerais exprimer aujourd'hui, c'est que cet imaginaire qui nous permet de faire des voyages en soi vers des champs de conscience supérieurs, ce même imaginaire-là nous permet de développer l'habileté à lire une autre personne. Et ça a été mon cheval de bataille. C'est ce qui m'amène à cette notion de science. Quand je dis quelque part que l'intuition peut devenir une science, c'est parce que justement, lorsque plusieurs intervenants intuitifs ont une maîtrise ou une connaissance de comment ça fonctionne, on peut arriver donc à faire des voyages d'âme dans lesquels on peut explorer des univers et dans lesquels une certaine forme d'objectivité peut s'exprimer. Et c'est ça, quelque part, qui a toujours été mon cheval de bataille. Donc, bien sûr que l'imaginaire est utilisé en plein de manifestations, mais je dirais que c'est peut-être l'approche que moi j'ai cherché à développer, c'était vraiment orienté justement sur cette idée de comprendre que l'imaginaire peut être un outil d'introspection sur soi, d'élargissement de notre conscience, mais aussi d'aller vers l'autre, d'être capable de développer des perceptions telles que la clairvoyance, la clairaudence, la clairsentience, la médiumnité, le channeling et tout ce qu'on veut. Donc, pour moi, ça a toujours été quelque chose à laquelle j'ai beaucoup, toute ma vie, en fin de compte, hein, une bonne partie de ma vie, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et la prochaine atelier, ben, vous allez donc, si vous avez envie, on va faire un autre pas en avant par rapport à tout ça.
Donc, voilà. Donc, merci à Louise de ton appréciation. Alors, je vais donc m'arrêter ici puisque le temps passe, puis je ne veux pas que ce soit pas trop long. Donc, ça a déjà un petit peu été trop long, mais enfin, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous souhaiter une belle soirée ou une belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. Et je vous dis donc à très bientôt. Donc, d'ici dimanche, je pense que ça va être plus dimanche que je vais pouvoir vous envoyer le replay et les informations concernant le troisième atelier également, les liens et tout ça. Je vous dis à merci et à très, très bientôt. Au revoir, au revoir.